Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là en cet après-midi au temps très estival. Je suis Mathilde Laéchelet, chargée d'études et de recherche à l'INHA, et je passe la parole à ma collègue Raphaël Ranou pour vous présenter cette session. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être encore parmi nous pour cette 5e et dernière session du Congrès Rotonde qui explore les reconstitutions en tant que support mobilisé à des fins de réécriture idéologique, qu'elles soient politiques, scientifiques ou même religieuses. Donc on va poser différentes questions, notamment comment exposer et présenter des œuvres commandées par le pouvoir colonial et impérial. Dans quelle mesure le musée est-il un espace de reconstitution à plusieurs degrés de lecture? Voilà, donc je vais vous laisser avec notre première intervenante qui s'appelle Marie Bouchard et que Mathilde va présenter. Pardon. Est doctorante en première année de thèse en histoire de l'art à l'Université Paris-Nanterre et à l'Université des Antilles, sous la direction de Maureen Murphy et Christelle Lozère. Elle réalise une thèse sur les artistes femmes en situation coloniale entre 1919 et 1950, et plus particulièrement sur les circulations artistiques entre la métropole, les colonies d'Afrique et les Antilles françaises. Ses recherches de doctorat s'inscrivent dans la lignée de travaux autour des artistes femmes, et elle est à ce titre membre de l'association phare Femmes Artistes en Réseau. Aujourd'hui, elle nous présente une reconstitution d'une scène de marché et sa présentation s'intitule « Diorama de Marcel Hakein et reconstitution visuelle des colonies en métropole ». Je lui laisse la parole. Merci beaucoup à toutes les deux. Je voulais tout d'abord remercier les doctorants de l'INHA pour l'organisation du congrès Rotonde et remercier aussi Madame Laetitia Ferreira, conservatrice au musée de la Porte Dorée, musée de l'immigration, pour m'avoir accordé de son temps pour voir les dioramas et m'avoir donné accès aux archives qui concernent ces derniers. Donc notre communication s'attachera à présenter un diorama réalisé par Marcel Hakein pour l'exposition coloniale de 1931, et nous allons analyser l'objet et comprendre son usage à l'époque de sa création dans le cadre de cette exposition coloniale de 1931. Nous nous demanderons ce que nous raconte aujourd'hui cette reconstitution singulière du passé colonial de la France, et nous nous interrogerons sur la manière de présenter ces objets au public aujourd'hui. Donc tout d'abord, quelques mots sur l'artiste. Marcel Hakein est né à Alger en 1882. Son acte de naissance mentionne un père d'origine libanaise, sous-inspecteur de l'enregistrement des domaines et du timbre. Elle est née dans une colonie. On voit qu'elle est inscrite aux Beaux-Arts de Paris à partir de 1905, à 23 ans. Donc on retrouve son profil sur la base Régarte des Beaux-Arts. Signant donc un retour en métropole quelque temps avant, elle fréquente l'atelier du peintre Ferdinand Humbert et elle est également inscrite en sculpture à partir de 1910. Pour vivre, elle est notamment professeure de dessin pour la ville de Paris, comme on le voit sur l'affiche que j'ai mise ci-dessous. Elle remporte donc plusieurs prix coloniaux décernés par la Société coloniale des artistes français. Elle va remporter le prix du Maroc en 1914, mais ne partira qu'après la guerre en 1919. S'enchaîne donc la victoire de plusieurs prix, avec en 1928 le prix de la Compagnie de la navigation mixte et celui de l'Afrique occidentale française en 1923. Ces voyages vont lui permettre de renouveler ses sujets. Elle participe notamment, par exemple, à la décoration de la cathédrale de Dakar. Ces fresques ne sont plus visibles aujourd'hui, ont été recouvertes, avec Suzanne Frémont et Anna Quinco, qui sont deux autres artistes coloniales. Elle va partir au Soudan, en Guinée, au Niger et au Sénégal, et renouvellera donc ses sujets et sa manière de peindre. Donc voici quelques exemples d'œuvres réalisées par l'artiste durant ou après ses voyages aux colonies. Donc en 1931, pour l'exposition coloniale, elle se voit commander par l'État deux dioramas, donc un titré Fruits et légumes et l'autre Ricin et Cisale. Donc là sont projetés les deux demandes d'ordonnancement, donc de commande des dioramas de Marcel Hakein pour la section de synthèse. On reviendra sur ce que veut dire ce terme. Et donc on va se concentrer aujourd'hui sur fruits et légumes, mais Ricin et Cisale n'a pas été conservé, mais on en a des photographies que je vous montre ci-dessous. Donc là, dans la salle d'exposition en 1931, et ici un focus plus précis de l'œuvre.
Est construit donc, pour l'occasion de cette exposition coloniale le Palais des Colonies au Bois de Vincennes, actuel musée de l'immigration, qui accueille plusieurs dioramas, dont ceux de Marcel Hacagne, dans une salle dédiée. Donc, qu'est-ce qu'un diorama? Nous avons repris la définition du catalogue de l'exposition Diorama au Palais de Tokyo en 2017. Je cite, « Souvent inséparable de son architecture, le diorama est un mode d'exposition complexe qui se caractérise par la mise en scène d'une situation et de son environnement d'origine. Il se constitue généralement d'un décor factice, composé d'un fond peint, de figures en 3 dimensions, d'éléments de scénographie et d'une vitre séparant la scène du spectateur. Il participe à la mise en scène du regard du spectateur, diorama voulant dire « voir au travers ». Donc, fin de citation. Donc, les dioramas, je voulais ajouter, pouvaient aussi être accompagnés de lumière et de reconstitution de bruit d'ambiance pour immerger totalement les visiteurs. Ceux exposés au Palais de la Porte Dorée, donc aujourd'hui ne s'allument plus, mais s'allumaient pour l'exposition de 31. Donc le seul diorama de Marcel Hacagne conservé, qui est projeté derrière moi, fait partie d'un ensemble plus vaste de 8 dioramas, et sur ces 8 dioramas, seulement 4 ont été conservés. Les autres ont été détruits, ou il reste parfois en réserve quelques morceaux de ces derniers. Pourquoi ont-ils été détruits? On ne sait pas vraiment, on a seulement des hypothèses. Selon Madame Ferreira, notamment donc conservatrice du bâti du Palais de la Porte Dorée, ils ont été détruits sûrement dans les années 60 par manque de place et d'intérêt, et honte du passé colonial, de l'héritage colonial que l'on souhaite tenir à distance. Ce sont en effet des objets très imposants, au statut complexe, car ils ne sont pas considérés comme des œuvres d'art, bien que réalisés par des artistes. Ils sont réalisés en fait pour avoir une visée pédagogique au moment de l'exposition coloniale, on va revenir sur ça, pour montrer aux métropolitains les richesses des colonies. Le discours n'est plus du tout actuel dans les années 60, et il est impossible de les montrer tels quels, comme ils étaient montrés dans le musée des colonies, parce que dans les années 60, ce musée des colonies est devenu musée des arts d'Afrique et d'Océanie. Aux États-Unis notamment, on parle de diorama dilemma pour la destruction, par rapport à la destruction massive de dioramas dans les musées d'histoire naturelle. Et donc on voit qu'un sort similaire est subi par ceux des expositions coloniales à visée ethnographique et qui servaient à la propagande coloniale. Donc pour les 8 dioramas, les meubles accueillant les scènes mesurent 3,45 m de haut par 2,90 m de large et sont en acajou. Et les lettres métalliques, on a l'information dans les archives, elles ont été réalisées par la société Sormani. C'est tout ce qu'on a à ce propos. Donc pour ces 8 dioramas, il y a 6 artistes qui sont commandités pour contribuer. Donc il y a 2 dioramas réalisés par Marcel Hacagne, Légumes et fruits et Ricin et Cisal, qu'on a vu précédemment. 2 par François Quelvé sur le thème du riz, des cocotiers, du caoutchouc et du tabac et des dattiers. 2 par l'artiste Jacques Bouissier, représentant la vanille, le clou de girofle et le raffia, ainsi que le palmier à huile et l'arachide. 1 par Charles Martin, l'artiste Charles Martin, coton et capoc, et 1 par Suzanne Nelson, sur lequel nous allons revenir également, donc café et canne à sucre aux Antilles. Les dioramas sont réalisés pour la section de synthèse de l'exposition coloniale de 31. Donc qu'est-ce que cette section de synthèse ? Il y avait 2 sections présentées au public en 1931. Une première section historique qui présentait aux métropolitains une histoire fantasmée de la conquête coloniale, faisant démarrer celle-ci au moment des croisades, et une autre section, celle de synthèse, qui était plus une leçon de choses sur l'exploitation des richesses coloniales. Le but était de présenter aux métropolitains l'étendue des richesses des colonies, et les dioramas sont présentés dans la galerie, je cite donc galerie des produits d'origine végétale, également appelée sous-section des produits et matières premières. Le but est de faire voyager les visiteurs, de montrer les richesses de l'Empire, ces objets et donc les artistes, les réalisant et contribuant à la propagande coloniale de l'État en présentant les produits issus des colonies. Donc chaque diorama est accompagné d'une vitrine, aujourd'hui vide, comme on le voit sur la photo ci-dessous, mais on a des photographies qui nous montrent la présentation des produits bruts à côté des dioramas, donc juste ici, et ces dioramas étaient accompagnés, donc là on a une photo plus précise des vitrines,
Et ces dioramas ces vitrines étaient accompagnées de panneaux rétroéclairés, donc des panneaux lumineux réalisés par l'Institut d'agronomie coloniale avec des photographies sur verre qui permettent de montrer aux métropolitains l'utilité des produits coloniaux, comment ils sont récoltés, quelles méthodes d'exploitation sont mises en œuvre pour avoir la meilleure productivité possible, le meilleur rendement. Et donc ces panneaux constituent un apport didactique aux vitrines et aux dioramas. Donc pour revenir plus précisément sur le diorama de Marcel Akain et sur l'aspect plus technique de ce gros meuble, cette grosse œuvre, le grand meuble en bois qui accueille la scène de marché est composé de la vitrine avec un fond peint et des personnages ici en 2D, figurines sur carton peintes, qu'on voit plus précisément ici. Le fond du décor est une toile peinte clouée en haut et en bas sur un support en bois hémicylindrique. Le ciel est constitué d'une plaque de contreplaqué. Et les arbres et éléments de décor entourant les personnages sont aussi en contreplaqué. Les éléments de décor comme les fruits, les légumes et les graviers ne sont pas fixés au sol et pour certains véritables et n'ont pas bougé depuis 1931. Et les paniers sont fixés à la base avec des vis. Et certains des fruits à l'avant sont en plâtre. Chaque diorama est accompagné d'un cartel explicatif sur l'avant de chaque vitrine. Donc là, on a celui du diorama de Marcel Akain. Ce sont des cartels très descriptifs pour que le spectateur comprenne ce qu'il voit de manière très détaillée. Donc là, on a vraiment le détail de tous les fruits et légumes présentés dans cette scène de marché. Je cite un extrait, par exemple, donc premier et au deuxième plan, des corbeilles et des calebasses renfermant du petit mil, des arachides, du gros mil, du maïs, des goyaves, des pommes, cajous, mangues, bouchons, manioc et du riz. Donc on explique aux métropolitains ce qu'ils voient, souvent des denrées qu'il n'a jamais vues, ce qui permet à la fois de lui apprendre ce qu'on cultive dans les colonies, de le faire s'intéresser aux colonies qui ont longtemps désintéressé les métropolitains et aussi de le faire voyager. Les 4 dioramas conservés aujourd'hui ont des styles très différents. On décèle donc dans celui de Marcel Akain une influence très moderniste, presque cubiste, avec les personnages en 2D. Et on peut le comparer à celui de Suzanne Nelson, qui est un des dioramas également conservés aujourd'hui au Palais de la Porte Dorée, une artiste sur qui nous n'avons pas d'informations, donc à creuser. Elle est la seule à proposer des personnages en 3D, en volume, vraiment des figurines très réalistes. Et son diorama, le diorama de Suzanne Nelson, comparé à certains, est loin d'être une rêverie exotique, car notamment on voit sur la toile de fond l'usine représentée pour la culture du café et de la canne à sucre, et donc elle représente vraiment cette nécessité de rentabilité. Donc c'est une représentation très moderne dans l'ensemble de ces dioramas qui sont exposés. Donc les 2 dioramas féminins, fourmis de détails réalistes. Le fond du diorama de Marcel Akain représente un village peul du Fouta Djallon, l'artiste en ayant vu lors de ses voyages. La présence de fruits et légumes méconnus décrits sur le cartel participe à plonger le visiteur dans ce décor qui se veut exotique et dépaysant, mais aussi didactique. Marcel Akain en fait, réalise ici un condensé de ce qu'elle a vu lors de ses voyages. Et notamment, au premier plan, on voulait revenir sur cette figure, on voit un homme assis en tailleur portant un enfant, et on reconnaît l'exacte même figure que dans le tableau de l'artiste titré « Le joueur de balafon », le personnage ici tenant donc dans le diorama un nourrisson. Et on retrouve cette même figure masculine, un enfant, dans « Guinéen et ses enfants », publié dans le magazine L'Art en mai-juin 1929. Donc on retrouve cette même figure dans les trois œuvres, et donc ce remploi d'une même figure dans plusieurs des œuvres de l'artiste est intéressant. Elle donne à voir aux métropolitains la reconstitution d'une atmosphère vécue pour qu'ils se projettent et d'un ressenti qu'elle a elle-même eu durant ses voyages, et elle fait de ces figures simplifiées réutiliser des archétypes de ce qu'elle a pu voir en Afrique. Et c'est quelque chose qui est très courant dans ses œuvres. J'ai mis un exemple ici, donc ici de la réutilisation dans 2 tableaux différents de la même figure de porteuse de calebasse. Cette diffusion de poncifs coloniaux s'explique aussi
par cette volonté de l'État de propagande coloniale passant par l'art. Marcel Akain, il ne faut pas l'oublier, part grâce à une bourse de la Société coloniale des artistes français, société largement soutenue par l'État français. Et donc c'est une dimension à ne pas oublier pour comprendre le contexte de création de ces dioramas, reconstitution des colonies, et plus largement l'œuvre de l'artiste. Donc toute la question aujourd'hui est de savoir quel est le devenir de ces reconstitutions des colonies de 1931. Donc les dioramas, ils ont été restaurés en 2007 lors de leur déplacement de la salle ouest, donc là où ils étaient exposés en 1931, au palier nord, là où ils sont aujourd'hui. On arrive, on monte des escaliers, on arrive à un palier, et c'est comme s'ils étaient déposés dans un couloir à attendre. Donc là où ils sont aujourd'hui, mais ils auraient besoin d'être restaurés de nouveau, car ce sont des objets très fragiles, qui s'abîment vite, qui n'étaient pas forcément réalisés pour durer dans le temps. Le mobilier, il est très abîmé, et les scènes intérieures sont très empoussiérées. Donc le Palais de la Porte Dorée aimerait monter un projet de restauration et de réinstallation de ces dioramas dans les anciens espaces d'exposition où ces derniers étaient montrés en 1931, donc la salle qu'on voit ci-dessous. La salle, actuellement, elle est utilisée pour les expositions temporaires, et aimerait les rendre donc accessibles au public. Ce sont des objets particuliers, comme on disait, entre œuvres d'art et objets pédagogiques à destination de la propagande coloniale en 1931, et qui ne sont plus montrés depuis les années 60, sauf le diorama de Marcel Akain, qui a été montré lors de l'exposition Diorama au Palais de Tokyo en 2017. Sinon, ils n'ont jamais été remontrés. Donc cette volonté de reconstituer cette galerie des dioramas avec les 4 dioramas restants afin de les présenter au public, c'est un projet d'envergure. Les conservateurs veulent pouvoir les exposer, mais pas les montrer pour les montrer. Le but n'est pas de reconstituer le palais colonial de 1931. Réhabiliter ces dioramas nécessite d'être fait en contexte, d'expliquer au public du musée pourquoi et dans quel but ils ont été réalisés, dans quel cadre, et pourquoi il est important aujourd'hui de les montrer, car ils font partie intégrante de l'histoire de l'exposition coloniale et de l'histoire du bâti du palais des colonies. Et donc ils sont un témoignage de cette propagande coloniale de l'État français, mais aussi de l'implication des artistes dans celle-ci, ce qui est encore un sujet tabou. Ces dioramas n'ont pourtant pas totalement disparu. Ils ont tous en ligne sur le site du Palais de la Porte Dorée des pages dédiées et explicatives, très complètes sur le site du musée. Mais intégrer ces explications en ligne au parcours de visite pour les montrer au public, ça nécessite, c'est une autre réalité en fait, ça nécessite de mettre en place un vaste programme pour la remise en contexte avec des chercheurs, des historiens de l'art, des historiens, toujours dans cette dynamique d'expliquer le passé et l'histoire du bâtiment. Et le souci aujourd'hui est d'ordre budgétaire. À ce jour, la priorité est plutôt la restauration des salons coloniaux au rez-de-chaussée du palais. En 2019, il y a eu la restauration à l'identique du Salon des Lacs, avec la restauration, on les voit en arrière-plan, les lacs de l'artiste Jean Dunant. Ce Salon des Lacs, il a été reconstruit à l'identique grâce à des photographies d'archives. Le souci de cette reconstitution à l'identique, c'est de l'expliquer en contexte. Et donc dans ce salon, on retrouve des archives, des livres, et sur le site internet, des capsules vidéo qui expliquent cette reconstitution. Et en fait, on pourrait tout à fait faire la même chose pour les dioramas, car on a les images d'archives de la galerie et de la disposition de ces dioramas. Ainsi, sont nécessaires pour cette restauration donc des moyens financiers, reconstituer le passé colonial, ici avec des reconstitutions des colonies destinées à l'exposition coloniale, ouvre de nombreux débats. Pour les intégrer au parcours de visite du musée de l'immigration, il faudrait montrer ces dioramas en contexte, les expliquer et montrer par exemple que colonisation et exploitation des richesses sont les prémices de la mondialisation que nous connaissons actuellement. À titre d'ouverture, de conclusion, également il faudrait s'intéresser à présenter ces objets en contexte et au prisme du genre, car 2 des dioramas sur 4 qui sont conservés sont réalisés par des artistes femmes, dont les parcours ne sont pas très connus. Se pose la question de comment montrer la participation de ces artistes femmes à la propagande coloniale, présenter leur parcours artistique aux colonies qui sont souvent méconnues, voire inconnues. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup Marie pour cette belle présentation. Et je vous invite à présent à écouter la présentation de Valentin Boyer. Alors, Valentin Boyer est historien de l'art, spécialisé en égyptologie et en égyptomanie.
Il est également historien du bijou. Il enseigne à l'école du Louvre, également à l'école des arts joailliers. Et en parallèle, il travaille comme muséographe sur le site d'Éléphantine en Égypte pour l'Institut archéologique allemand du Caire. Parmi ses très nombreuses publications, je vous invite à lire un article qui fait écho à sa communication d'aujourd'hui et qui est paru dans Histoire de l'art en 2022, qui s'intitule « L'élaboration des décors du Neues Museum de Berlin, une collaboration artistique et savante ». Et donc je vous laisse avec la présentation de Valentin sur la reconstitution au service de la recontextualisation, les décors égyptisants de collections égyptiennes en Europe. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation. Merci à vous tous et tous d'être venus. Merci beaucoup à l'équipe, aux organisateurs de cette 3e édition du Congrès Rotonde et puis au comité scientifique et à l'INHA pour ce très beau congrès. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux décors égyptisants de collections égyptiennes en Europe et à leur muséographie. Donc on va essayer d'avoir un petit aperçu à travers différentes collections. On va passer de Paris, Berlin, Vienne, le Vatican, etc. et puis quelques autres encore, histoire d'avoir un léger aperçu et de se rendre compte de la façon dont les décors permettent de recréer un environnement contextualisant au service des collections présentées. Mais on va surtout se focaliser donc, alors déjà on ne va pas se focaliser sur les collections en elles-mêmes, donc les objets égyptiens, mais bien seulement sur les décors, et on va sur les décors essentiellement se focaliser aussi sur les inscriptions hiéroglyphiques, et vous allez voir pourquoi. Donc, pour se remettre en contexte, déjà, on peut s'apercevoir qu'en Europe, on a des recontextualisations, des décors égyptisants, pas seulement en contexte muséal, mais on retrouve ces éléments un petit peu partout, et dès le XVIe siècle, notamment, vous le voyez ici, avec le palais du Thé à Mantoue, et notamment ces décors de la Loge des Muses réalisés par Jules Romain entre 1527 et 1529, où vous voyez ici à gauche. Vous voyez, donc on a un sphinx ici qui est soit le sphinx de Néphérité, soit le sphinx d'Achoris, donc sphinx de la 29e dynastie qui est conservé actuellement au musée du Louvre et que vous pouvez voir au département des antiquités égyptiennes. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que vous voyez, on a des inscriptions hiéroglyphiques ici sur le pourtour de ces images. Eh bien, celle-ci ici correspond à l'inscription que l'on a en partie sur ces fameux 2 sphinx qui sont conservés au musée égyptien. Donc là, on n'est pas dans une inscription hiéroglyphique complètement fantaisiste, mais on a une copie de hiéroglyphes qui existe. Vous voyez qu'après à Padoue, on a le café Pedrocchi avec quelques éléments, des portes, vous voyez, des corniches à gorge, etc. et puis des statues. On n'est pas du tout dans une recréation muséale scientifique. Et on a aussi d'autres éléments qui permettent de diffuser ici ces connaissances que l'on a sur l'Égypte, avec notamment le Crystal Palace à Londres, alors qui est construit à l'occasion de la première exposition universelle en 1851 à Londres, mais qui ensuite va être déplacé. Et à cette occasion-là, on aura la construction en 1854 de cette cour égyptienne, notamment avec Paxton et Owen Jones. Vous avez peut-être en tête la grammaire de l'ornement de Owen Jones, qui est utilisée par de nombreux artistes au 19e et au 20e. Et donc, vous allez avoir, ce qui est très intéressant, aussi une inscription hiéroglyphique dédicatoire ici. Les murs en sont couverts de hiéroglyphes, tout comme vous voyez ici en vert avec le jardin zoologique, où l'on retrouve sur le pavillon consacré aux girafes et aux éléphants, ici en 1856, eh bien, des inscriptions hiéroglyphiques un petit peu partout réalisées par Louis Delger, et notamment une inscription hiéroglyphique dédicatoire au deuxième roi des Belges, Léopold II. Et ensuite, enfin, pour finir ce petit aperçu, nous avons le pavillon égyptien de l'exposition universelle de 1867 qui a eu lieu à Paris et notamment réalisé avec la collaboration de Auguste Mariette, célèbre égyptologue français qui a notamment fouillé à Saqqara, au Sérapum de Saqqara en Égypte, et qui était membre de la commission du vice-roi d'Égypte lors de cette exposition universelle. Mais donc revenons peut-être à notre contexte muséal. Vous voyez, donc on se dirige vers le Vatican, ici avec la bibliothèque apostolique Vaticane, où nous avons la chambre des papyries, où vous avez eh bien, des papyries exposés sur les murs, vous voyez un petit peu partout, on les reconnaît bien. Alors vous me direz, le décor n'est absolument pas égyptisant ici.
Mais si on lève les yeux, eh bien, on a une voûte avec, alors on reconnaît ici Moïse avec ses 2 faisceaux lumineux ici sur le front. Des fois, c'est des faisceaux lumineux, des fois, c'est des cornes. Et puis, vous voyez qu'il est encadré de figures étonnantes. Vous voyez, donc c'est qu'on pourrait assimiler à la figure d'Antinoüs que l'on retrouve bien souvent. Donc c'est l'époque d'Adrien, époque romaine. Mais donc vous voyez que là on a un Antinoüs traité dans vous voyez, avec un canon gréco-romain et avec un affublé d'un émesse. Mais vous voyez qu'à la place de ses jambes, eh bien nous avons ici dans les écoinçons, eh bien des inscriptions hiéroglyphiques qui pour le coup ici sont complètement fantaisistes. Donc là on se crée un décor, vous voyez, mais qui contextualise les œuvres, donc les papyri, mais les hiéroglyphes sont complètement fantoches, c'est complètement inventé, mais ça fait l'affaire, puisqu'il faut savoir pouvoir les lire pour se rendre compte de est-ce que c'est vrai ou pas. Alors on va maintenant se diriger vers le musée du Louvre à Paris, puisque celui-ci est créé en décembre 1826, mais ouvre officiellement en 1827. D'ailleurs dans 2 ans ce sera le bicentenaire du département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre, que l'on appelait à l'époque le musée Charles X, et le premier conservateur c'est Jean-François Champollion, qui a notamment déchiffré les hiéroglyphes en 1822. Et ce qui est intéressant ici, c'est dans cette lettre de Champollion à son frère, envoyée le 4 octobre 1826, enfin datée du 4 octobre 1826, à propos des décors qu'il veut pour la création du département des antiquités égyptiennes. Donc il indique, j'ai oublié dans ma dernière lettre un point très essentiel. C'est dû supplier de ma part, monsieur le duc de Doudeville, d'arrêter jusqu'à mon arrivée, vers le 20 octobre, tous les travaux de décoration des murs des salles destinées à mon musée. D'après ce que monsieur de Forbin m'a dit, il paraît qu'on se propose de tapisser ces salles de marbre et de décoration à la romaine ou à la grecque. Je ne puis consentir à ce ridicule arrangement. Il faut absolument, pour obéir aux convenances et au bon sens, que mes salles soient décorées à l'égyptienne. Et les décorations égyptiennes, qui valent certainement bien les décorations grecques, coûteront beaucoup moins que les marbres qu'on achèterait pour faire dispendieusement une mauvaise chose. Cela n'empêche point que les plafonds ne soient peints par de bons peintres. Ils y mettront ou des sujets allégoriques ou des sujets égyptiens. Mais les murs et tous les meubles, armoires et tables doivent être de style vrai égyptien. C'est le seul moyen de faire du bien, de faire bien et de faire du neuf en même temps. Insiste, je te prie, au plus tôt sur ce point essentiellement capital. Donc vous voyez, là, il ne veut pas déroger à la règle. Et si vous allez maintenant faire un tour dans le département égyptien, vous remarquerez bien que quelques vitrines, les vitrines ont bien ce décor à l'égyptienne, mais les plafonds, absolument pas. Et d'ailleurs, vous avez, qui sortira bientôt, un étudiant de l'école du Louvre est en train de réaliser actuellement un mémoire d'études en main sur justement les plafonds du département des antiquités égyptiennes, donc du musée Charles X. Donc il y a une succession de plafonds, certains allégoriques et certains plus vraisemblables, on va dire. Donc vous pourrez retrouver son travail, c'est Louis Lasson. Et moi, je vais prendre juste un seul exemple, celui-ci, vous voyez, avec l'expédition d'Égypte sous les ordres de Bonaparte, et je me rends compte que j'ai fait une coquille sur le titre, donc réalisé par Léon Cogniet. Vous voyez que là, on n'a pas une vue de l'Égypte ancienne, mais bien de l'expédition, de la campagne d'Égypte entre 1798 et 1801, où on reconnaît d'ailleurs Napoléon avec son bicorne. Et si vous y jetez un œil attentif, si vous y regardez plus attentivement, vous verrez que l'on a ici des cartouches de rois égyptiens qui parsèment ici ce plafond. Donc si vous allez au département, n'oubliez pas de lever les yeux. Mais voyez cette scène ici, eh bien, on a un écho ici qui se fait avec la collection exposée en dessous. On reconnaît notamment une stèle ici, mais c'est le verso d'une stèle bien connue qui est actuellement conservée au département. C'est celle-ci, la stèle de Ramsès enfant. Donc là, on est à la Nouvel Empire, 19e dynastie, vers 1250 avant Jésus-Christ. Vous voyez, donc ça c'est le recto, et vous avez le verso ici avec le vizir, les bras levés en adoration devant la statue de Ptah, et que l'on reconnaît bien ici. Si l'on continue notre petite enquête, eh bien vous remarquerez que l'on a notamment un vase canope ici, que l'on a aussi dans les collections, c'est le vase canope d'Oriraha, donc qui date de la basse époque, on est plutôt vers fin 26e dynastie, on est vers 550 avant Jésus-Christ, donc à tête de chacal, donc c'est Douamoutef, qui conserve, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'estomac, parce qu'on a 4 vases canopes avec 4 organes. Voilà. On a d'autres choses aussi. Alors là, in situ en Égypte, puisqu'on est situé en Égypte dans cette scène-là, on reconnaît les colosses de même nom, qui sont des colosses situés à Kom el-Hetan, donc en Haute-Égypte. C'est l'endroit où il y a le temple de millions d'années d'Amenhotep III, roi de la 18e dynastie au Nouvel Empire. Et on a encore par contre un mystère, c'est ce cercueil qui est représenté, puisqu'on ne sait pas
quel est ce cercueil? Alors, c'est la part de créativité aussi des artistes. On ne demande pas aux artistes de faire des représentations purement scientifiques. Et donc là, vous voyez, dans ces œuvres égyptomaniaques, on se réapproprie l'Égypte ancienne, eh bien, on vient utiliser d'autres modèles et qui ne sont pas forcément conservés dans les collections. Alors si on continue notre voyage, on retourne en Italie, on retourne au Vatican, mais cette fois-ci non pas dans la bibliothèque apostolique, mais au musée grégorien égyptien qui a été créé en 1839, notamment par Luigi Maria Ungarelli, un père barnabite qui s'était essayé au hiéroglyphe et qui d'ailleurs était le disciple de Ippolito Rossellini, italien, qui a travaillé notamment avec Champollion. Donc vous voyez là, on a l'entrée du département, avec, eh bien, on reconnaît tout de suite cette porte à l'égyptienne avec ce béhédet, vous voyez ce disque ailé flanqué de 2 uræus qui vous montre la voie pour rentrer dans le département. Puis si l'on rentre, on voit qu'on a bien des colonnes, on a des corniches à gorge avec des architraves, on a plein de choses. On est vraiment dans l'Égypte ancienne, mais ça nous recontextualise la zone géographique, mais pas forcément en termes de période, scientifiquement, c'est voilà, juste un décor. Et donc là, vous voyez une photo d'archives qui est très intéressante, puisque si l'on y regarde plus attentivement, on a sur les architraves ici, vous voyez, eh bien, une longue frise de hiéroglyphes. Et cette frise de hiéroglyphes n'est pas du tout une copie de hiéroglyphes d'un monument antique quelconque, c'est bien une recréation moderne, un exercice de style qui est fait par justement le père Luigi Maria Ungarelli, qui s'essaye donc à la traduction bien, de l'italien vers le hiéroglyphe. Il faut se remettre en contexte, ici on est en 1839, les hiéroglyphes ont été déchiffrés qu'en 1822 par Jean-François Champollion. Donc la discipline égyptologique est extrêmement naissante et donc on s'essaye à la philologie, à l'épigraphie égyptienne. Et si l'on regarde ce cartouche plus précisément, c'est très intéressant, puisqu'on a une allusion ici au pape Grégoire XVI, qui venait eh bien, de commencer. Donc là, vous avez une transcription, enfin pas une transcription, vous avez le relevé en hiéroglyphe de ce qu'il y a sur les architraves. Alors relevé que j'ai emprunté à Luigi Prada, égyptologue et conservateur à la Uppsala University en Suède, et qui a fait une conférence d'ailleurs sur ce sujet, spécifiquement pour le Vatican, au musée égyptien de Turin, c'était il y a 1 an, si je ne me trompe pas. Et donc si vous regardez ce cartouche, c'est ce qui est particulièrement intéressant, c'est que vous avez eh bien, une traduction, une transcription en fait, du grec vers le hiéroglyphe. Donc si on transcrit, il ne faut pas chercher un mot italien, un mot français ou je ne sais quoi, ça part du grec archiérous en lettre à lettre, et puis derrière on a bien du hiéroglyphe A, vous voyez en jaune, qui veut dire grand, et donc archiérous c'est le prêtre, le grand prêtre en grec, en tout cas dans l'institution catholique, et donc on pourrait peut-être traduire ceci par archiprêtre ou grand pontife, et juste derrière vous avez d'ailleurs cette transcription lettre à lettre de Grégoire le XVIe. Ensuite, on continue notre voyage à la Villa Borghese avec la chambre égyptienne. Vous voyez que là, on a des hiéroglyphes partout. On en a ici sur le plafond, vous voyez, on en a partout qui courent ici. On a d'ailleurs des statues que l'on pourrait reconnaître, que l'on reconnaît, des décors de statues, mais qui sont conservés ici, les vraies statues actuellement au musée du Louvre, vous voyez, dans un style très néoclassique mais égyptisant. Et si vous regardez ici ces frises, à la base de la voûte ou alors ici qui court le long de chacun des murs, vous avez des inscriptions hiéroglyphiques, mais alors là, complètement fantaisistes. Vous voyez, on ne recherche absolument pas ici la véracité linguistique, et vous en retrouvez même à la base des sphinx ici, mais là, la qualité de la photo empêche de mieux voir les détails. Mais ce qui est important, c'est de savoir que on a un contexte égyptologique naissant au XIXe siècle qui commence avec la campagne d'Égypte entre 1798 et 1800, et qui est une campagne militaire, mais à laquelle vont contribuer de nombreux scientifiques et artistes. Et donc, de cette expédition, de cette campagne, eh bien, va naître la publication de la description de l'Égypte, qui a été publiée entre 1809 et 1829. C'est un ensemble de 23 volumes avec des planches consacrées à l'Égypte ancienne et des planches consacrées à l'Égypte moderne, et dans lesquelles vont puiser eh bien, les artistes
égyptomaniaque tout au long du XIXe siècle. Nous avons aussi une deuxième expédition qui est l'expédition franco-toscane qui a été menée entre 1828 et 1829 du côté français par Jean-François Champollion et du côté italien par Ippolito Rossellini et qui mène à cette publication en plusieurs volumes et dans les deux langues, les monuments de l'Égypte et de la Nubie et la même publication en italien mais qui ne paraissent pas au même moment. Et ensuite vous avez une troisième expédition, alors là chez les Prusses entre 1842 et 1845, menée notamment par Lepsius, le père de l'égyptologie allemande, et qui ensuite amène à cette publication des Denkmäler aus Ägypten und Äthiopien, volume avec plus de 800 planches, qui est extrêmement important et qu'on en utilise encore dans nos recherches égyptologiques lorsqu'on a besoin de détails qui potentiellement peuvent être perdus actuellement. Et donc, notamment ces Denkmäler vont être utilisés pour réaliser les décors du département égyptien de Berlin que nous avons ici à l'écran, réalisé par Karl Richard Lepsius, et il s'est appuyé notamment sur les Denkmäler. Alors, on a un travail actuellement aussi à l'école du Louvre, un mémoire, réalisé par Anna Alampic sur justement des comparaisons entre les muséographies au cours du 19e et du 20e au musée du Louvre et au Neues Museum de Berlin, et qui est en préparation cette année. Et donc, vous voyez qu'ici, je vous montre une partie d'une des planches de ces Denkmäler qui nous montre ici une des colonnes du Ramesséum, le temple de millions d'années de Ramsès II. Vous voyez qui ici a servi d'inspiration pour ces colonnes de cette cour égyptienne au Neues Museum. Et alors, ce qui nous intéresse aussi ici, c'est qu'on a des cartouches sur ces abacs, vous voyez, au-dessus des colonnes. Et bien ici, si on fait du lettre à lettre, et bien on a Friedrich. Ici, on a Wilhelm, et donc vous avez Friedrich Wilhelm IV, donc Frédéric Guillaume IV, roi de Prusse. Et si on continue, eh bien vous faites également du lettre à lettre, et on a Élisabeth, donc son épouse Élisabeth de Bavière, et donc on a ici une référence aux deux souverains de l'époque. Et ce n'est pas la seule chose, puisque tout le long de l'architrat, vous voyez, court une inscription hiéroglyphique également dédicatoire. Ce n'est pas du tout égyptien non plus, c'est vraiment une inscription moderne réalisée par Lepsius lui-même, et donc qui nous montre ses avancées philologiques et épigraphiques dans la connaissance de la langue ancienne, puisque le département ouvre en 1850, donc vous voyez, moins de 30 ans après le déchiffrement des hiéroglyphes en 1822. Et voici le relevé ici, mais ce qui est intéressant quand on se penche dessus, quand on regarde, on a des éléments quand même assez particuliers qui ne viennent pas du tout des hiéroglyphes. Ici, on a un aigle, vous voyez, couronné, tenant un sceptre et un orbe. Donc, vous voyez, ici, c'est Ra-Menou, soleil stable, Prusse, avec le hiéroglyphe de la localité en Égypte. Donc, ensuite, il faut inventer des termes pour que ça colle. Ensuite, vous voyez, on a ici l'aigle bicéphale, symbole de l'empereur. Vous voyez. Ensuite, on a la croix de fer. Vous voyez, donc on introduit ici, si on regarde vraiment attentivement, même le néophyte pourrait se rendre compte qu'il y a un petit quelque chose qui cloche sans même savoir lire les hiéroglyphes. Et ensuite, on a des choses aussi très intéressantes, parce qu'il utilise vraiment la langue égyptienne. Et donc là, ici, on a cette inscription dédicatoire qui se termine notamment par une date. On a 1848, l'année 9 sous le règne de Sa Majesté. Vous voyez, donc là, on a vraiment une inscription dédicatoire dirigée vers Frédéric Guillaume IV. Donc ensuite, on a cette publication aussi avec, on reconnaît Lepsius ici au sommet de la pyramide de Khéops à Giza. On a Max et Ernst Weinbach, donc deux frères qui ont accompagné Lepsius lors de l'expédition prussienne en Égypte, et Joseph Bonomi, sculpteur anglais. Vous voyez, et donc les petits hiéroglyphes là sont à lire ici vers la gauche et de l'autre côté vers la droite. Voilà. Donc les hiéroglyphes peuvent se lire dans les deux sens, selon dans le sens vers lequel ils sont tournés. Et c'est justement ces artistes, je vous les montre, puisqu'ils ont accompagné Lepsius en Égypte, mais ils ont aussi aidé Lepsius à réaliser les décors dans le Neues Museum de Berlin. Donc là, vraiment, on a un lien scientifique qui est fait. Et ce qui est intéressant avec cette dédicace, c'est que sur la pyramide de Khéops, sur l'entrée, alors maintenant on rentre par là, mais l'entrée normalement se fait ici, vous voyez, sous ces chevrons ici qui servent de soutènement, on a une inscription hiéroglyphique. Donc le touriste pourrait penser que c'est vraiment des hiéroglyphes de l'Ancien Empire. Absolument pas. C'est l'expédition prussienne qui a donc Joseph Bonomi, ce sculpteur anglais, qui a réalisé cette inscription.
on va passer très vite, mais donc avec, vous voyez, on reconnaît notamment roi soleil stable de Prusse. Là, on a le nom ici, Lepsius le scribe, vous voyez, si on translitère en lettre à lettre, puis on continue, on a l'empereur, par exemple, ici, et puis là, pareil, on a, bon, je vais aller vite, mais on a une inscription ici qui nous montre qu'ils ont réalisé cette gravure à l'occasion du 47e anniversaire du roi, puisqu'il finançait l'expédition, donc c'est pour ça aussi qu'on a à chaque fois ce lien. Et puis ensuite, on part à Florence, ici où vous voyez qu'on a des décors égyptisants, avec tout ceci qui n'est que du décor, vous voyez, mais qui nous rappelle le granit rose égyptien, vous voyez, puis avec cette figure de l'archéologie égyptienne, enfin italienne, Ernesto Schiaparelli. Et donc nous avons ici différents hiéroglyphes sur les abacs. Si on lit en translitère Sawaïa, mais en fait il translitère lui comme un V, cette lettre-là, et ça vous donne Savoia. Donc sur chacune des abacs, vous avez Savoia, donc la Savoie. Et d'ailleurs, je remercie Eléa Le Glohan, collègue spécialisé en égyptologie, qui m'a fourni toutes ces photos. Et si on regarde aussi attentivement sur ces inscriptions hiéroglyphiques, eh bien, vous avez ici le blason de la maison de Savoie. Vous voyez, croix d'argent sur champ de gueule, donc la maison de Savoie dont faisait partie justement la famille. Je laisse un petit suspense. Bon, on reconnaît ici, alors malgré la pixelisation, on a le lys de Florence. Vous voyez, donc lys de gueule sur écu à champ d'argent. Vous voyez que pourquoi Florence? Puisqu'on est au musée archéologique de Florence ici. Mais ce qui nous intéresse aussi, ce sont ces cartouches, puisque nous avons ici le cartouche, donc roi de Haute et Basse-Égypte, Humbert, donc Umberto, Humbert Ier de Savoie. Et à gauche, vous avez l'épouse royale, Hemet Nizout. Et puis ensuite, si on fait du lettre à lettre aussi, Margherita di Savoia. Voilà. Donc on a la reine consort d'Italie et c'est un petit peu le même principe que l'on a vu précédemment. Et donc on a des jeux philologiques et épigraphiques ici sur les architraves. Et donc je vais passer, mais on a tout le texte ici, sinon la transcription hiéroglyphique de cette inscription dédicatoire qui a été réalisée en 2 temps, en 1880 et en 1891. Donc juste pour vous montrer, là on est à la toute fin, c'est juste pour vous montrer que ça essaime partout en Europe et donc on va avoir dès le début du 19e, alors ce projet qui est réalisé par Haller von Hallerstein pour Munich, pour la Glyptothèque en 1814, mais en 1830 finalement ça va donner ça, donc quelque chose de très différent, absolument pas égyptisant. Mais si on regarde le clin d'œil égypto se fait pas dans la collection, mais sur le fronton, puisque en haut à gauche du fronton ici, hop, voilà, ici, eh bien, on a un sphinx et il y avait aussi une statue qui a disparu d'un dignitaire de l'Ancien Empire, qui a disparu maintenant, mais dont on a encore un moulage dans les ateliers de restauration à Munich et que j'ai eu la chance de pouvoir voir il y a quelques années. Et ensuite, voyez, on a des décors aussi égyptisants au Kunsthistorisches Museum de Vienne. À Budapest, on a une très grosse collection égyptienne qui a été enrichie par Eduard Mahler, donc un égyptologue hongrois. Et puis ici aussi, au musée des Arts Pouchkine à Moscou, qui a été refait dans les années 2010, enfin restauré dans les années 2010. On a une grosse collection égyptienne aussi via l'égyptologue Vladimir Golenichev. Donc, vous voyez, on a fait un petit aperçu ici, un petit tour d'Europe de quelques collections rapidement, mais il y a il y a beaucoup de choses à dire, surtout en s'intéressant ici aux inscriptions hiéroglyphiques. Voilà, si vous avez des questions à la fin, ça me permettra de développer un petit peu. Merci beaucoup à vous. Eh bien, nous reprenons avec une communication d'Émilie Jacot. Émilie Jacot est doctorante à l'École du Louvre. Ses recherches portent sur la représentation des malformations dans les portraits au XIXe siècle, croisant ainsi histoire de représentation, histoire culturelle et subaltern studies. Elle s'est auparavant intéressée à la relation entre art et identité nationale au XIXe siècle lors de travaux de master. Elle a ainsi travaillé sur les peintures des salles des croisades du château de Versailles, dont elle va nous parler aujourd'hui. En parallèle, elle porte un grand intérêt à l'historiographie et à la manière dont se publie et se produit l'histoire de l'art. Elle travaille d'ailleurs en tant qu'éditrice pour la revue Perspective de l'INHA. Et je lui laisse la parole pour nous parler des salles des croisades à Versailles, des visages pour faire naître une nation. Alors, bonjour à toutes et tous. Merci à Mathilde et Raphaël pour la modération de cette session de conférence. Merci à toute l'équipe Rotonde pour l'organisation de ce congrès passionnant. Je suis ravie de prendre part à cette réflexion sur les reconstitutions comme réécriture idéologique de l'histoire.
Donc pour ma part, je vais l'explorer sous le prisme d'un chapitre souvent méconnu de l'histoire du château de Versailles, l'époque où ce musée a été transformé par Louis-Philippe en musée à toutes les gloires de la France. Donc tout d'abord, pour un peu de contexte, Louis-Philippe arrive au pouvoir en 1830 et il incarne une voie du juste milieu, une sorte de moindre mal entre les ambitions conflictuelles des royalistes légitimistes, des bonapartistes et des républicains. Donc il était surtout soutenu par une classe bourgeoise parisienne, mais il avait récupéré en fait un pays vraiment divisé et fragilisé par les nombreux changements politiques. Aussi, seulement 2 ans après son arrivée sur le trône, il a l'idée de réinvestir le château de Versailles, qui est inhabité depuis la Révolution française et qui tombe lentement en ruine, pour le transformer en musée dédié à toutes les gloires de la France, comme il l'écrit sur le fronton du pavillon du Four et de l'aile Gabriel. Donc, les travaux durent 5 ans et le musée est inauguré en 1837. À cette occasion, Victor Hugo écrit quelques lignes que je vais vous citer parce que je les trouve très parlantes sur la façon dont Louis-Philippe conçoit son musée. Ce qu'a fait le roi Louis-Philippe à Versailles est bien. En un mot, il a donné à ce livre magnifique qu'est l'histoire de France, cette magnifique reliure qu'on appelle Versailles. Donc, en effet, Louis-Philippe, il envisage vraiment son musée comme un musée d'histoire. C'est pas étonnant puisque en fait, il est assez proche d'un certain nombre d'historiens libéraux tels que Jules Michelet ou François Guizot. Et c'est l'époque où ces historiens pensent l'histoire de France comme un roman national. Donc, bien qu'il y ait des nuances en fonction des historiens, ils voient les différents chapitres qui composent l'histoire de France, donc de Vercingétorix à la Restauration, en passant par l'époque médiévale ou encore le siècle de Louis XIV, selon une dynamique téléologique. Chacune de ces époques a été une étape dans la construction de l'identité nationale française. Donc cette vision positiviste fait de la monarchie de Juillet l'aboutissement logique et légitime de cette histoire nationale. Elle permet également de proposer un discours qui, au lieu d'appuyer sur les divisions entre les différents régimes, met en lumière des valeurs françaises qui seraient intrinsèques, qui auraient traversé les époques et qui seraient au fondement de l'identité nationale française. Donc c'est ce même discours que Louis-Philippe cherche à mettre en image dans le château de Versailles. Pour cela, il commande plus de 3000 peintures et sculptures qu'il conçoit davantage comme des illustrations de son discours historique que comme des œuvres avec une véritable visée artistique. Donc, le plus connu des espaces du musée, c'est la Galerie des batailles, qui représente, selon un accrochage chronologique, 33 batailles, donc, allant de la victoire de Clovis à Tolbiac en 496 à celle de Napoléon à Wagram en 1809. Donc aujourd'hui, c'est l'un des seuls espaces du musée Louis-Philippe qui est encore visible par les visiteurs, car beaucoup des salles ont été démontées au cours du XXe siècle pour être remises dans leur état pré-révolutionnaire. Quelques salles ont néanmoins été conservées, et c'est le cas, mais elles sont rarement ouvertes au public. Donc peut-être que l'année dernière, vous avez pu voir les salles d'Afrique qui étaient ouvertes lors de l'exposition Horace Vernet. Mais moi, je vais vous parler donc de salles qui se trouvent juste en dessous, celle des Croisades. Donc elles, c'est pareil, elles sont généralement fermées au public. La dernière fois qu'elles ont été ouvertes, c'était en 2019 lors de l'exposition sur Louis-Philippe. Et depuis, on ne peut généralement pas les voir. Il faut tout de même noter que lors de cette exposition, il y a une grande campagne de restauration qui a été menée sur les 130 œuvres qui y sont exposées, ce qui démontre d'un certain intérêt de la part de la direction du château. Donc, ces salles des Croisades, ce sont 5 salles, 4 petites et une grande, mais initialement, il faut savoir que Louis-Philippe n'avait pensé en produire qu'une de petite dimension. Ce qui l'a poussé à revoir et à agrandir son projet, ça tient principalement en 2 raisons. Donc la première, c'est l'arrivée d'un cadeau diplomatique, donc la porte de Rhodes que vous pouvez voir juste ici derrière le poteau, donc offerte par le sultan Mahmoud II. Donc c'est un fragment qui provient de l'hôpital des chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, donc situé sur l'île de Malte. Et donc le roi installe cette porte dans une salle, donc une grande salle qui devient la grande salle des Croisades, et il commande tout un décor de lambris dans un style néo-gothique qui s'inspire donc de la porte. Elle tient dans la muséographie une place centrale et a une valeur de relique liée à l'histoire de l'ordre guerrier qui est lui narrée dans les peintures exposées. L'autre raison qui justifie l'agrandissement de l'espace dédié aux croisades dans le parcours de visite, c'est la présence juste au-dessus, à l'étage supérieur, des salles d'Afrique dont j'ai déjà parlé. Donc, elles représentent la conquête de l'Algérie par les fils de Louis-Philippe, et au fur et à mesure que la conquête progresse, Louis-Philippe commande de plus en plus de peintures pour illustrer cette conquête.
Il ajoute alors en parallèle 4 petites salles aux salles des croisades pour que les 2 espaces soient de dimensions équivalentes et qu'ils puissent ainsi placer sur un pied d'égalité ces 2 conflits qui ont tous les 2 lieu en Orient. De cette manière, le visiteur commence par traverser les salles des croisades qui lui racontent la guerre sainte, puis emprunte un escalier et arrive dans celle d'Afrique qui lui narre la conquête contemporaine. Le caractère sacré et civilisateur et donc légitime des croisades déteint de cette façon sur la colonisation contemporaine. Donc, les salles des croisades, elles sont particulièrement intéressantes à étudier pour la façon dont elles articulent des imaginaires orientalistes et médiévalistes afin de servir le discours politique du roi. En effet, les peintres ils doivent reconstituer à la fois un ailleurs et un autrefois. Et c'est intéressant de voir comment est-ce que leur démarche oscille entre rigueur documentaire et libre interprétation, nourrie par les visions fantasmées du passé médiéval français et l'altérité incarnée par la civilisation orientale. Mais le temps m'étant limité dans le cadre de cette présentation, j'ai décidé que j'allais concentrer mon propos sur les processus de reconstitution dans les portraits exposés dans les salles des croisades. En effet, plus encore que pour les peintures d'histoire, la reconstitution du portrait soulève un grand nombre de questions et d'enjeux. Donc, dans les salles des croisades, on retrouve 130 tableaux qui sont exposés et qui se divisent en 85 peintures d'histoire et 45 portraits. Donc 45 portraits, c'est un nombre assez important dans le musée Louis-Philippe. C'est rare de voir autant de portraits dans une salle, d'autant plus qu'ils représentent des individus particulièrement éloignés dans le temps. Donc en effet, lorsqu'une salle donne une place aussi importante à ce genre, c'est souvent qu'elle raconte des événements récents. Donc, par exemple, la salle de 1792, elle représente des personnages relativement contemporains et pour lesquels les sources iconographiques sont nombreuses. Mais lorsque des salles mettent en scène des sujets plus anciens, comme par exemple la salle des États généraux, elles privilégient généralement des peintures d'histoire puisqu'elles mettent davantage l'accent sur les événements et les actions que sur la physionomie des personnages représentés. Donc les salles des croisades, ce sont les seules pour lesquelles Louis-Philippe commande un tel nombre de portraits historiques. Or, le principe même du portrait, c'est de mettre en scène des individus précis, individualisés. Qu'ils soient représentés de manière fidèle ou non, ils doivent pouvoir être identifiables. Mais comment identifier un personnage ayant vécu plusieurs siècles auparavant, à une époque où les représentations naturalistes se font rares? Ou si l'on tourne les choses autrement, quels sont les mécanismes à l'œuvre dans la reconstitution des portraits des salles des croisades? Donc, pour répondre à cette question, il faut tout d'abord s'interroger sur les sources historiques et iconographiques disponibles pour les artistes. Donc, comme je l'ai déjà expliqué, Louis-Philippe était très sensible aux démarches des historiens libéraux de son temps. Et si le ton sur lequel ces historiens écrivaient leur histoire de France tient surtout de la grande épopée romanesque, il prêtait en revanche une grande attention aux sources et cherchait à compiler autant de sources historiques que possible pour revenir aux faits originaux. Donc de même, Louis-Philippe place la démarche documentaire au cœur du processus de fabrication des œuvres de son musée. Donc il s'entoure pour cela d'historiens qui sont chargés de dépouiller les ouvrages de référence. Donc ici, par exemple, sur ce document, on voit qui a ensuite été transmis à Alphonse de Cailleux, donc le directeur des musées royaux, afin qu'il puisse passer des commandes aux artistes. Donc ce document, il dépouille les écrits de Guillaume de Tyr, donc un archevêque de la ville de Tyr, qui a vécu au XIIe siècle et qui documente les événements de la première croisade jusqu'à sa mort en 1182. Donc il n'est pas pleinement contemporain des événements de la première croisade, mais c'est l'une des sources les plus anciennes connues à ce sujet. Elle est particulièrement reconnue pour son sérieux, ce qui pousse d'ailleurs François Guizot à l'éditer dans sa collection des mémoires relatifs à l'histoire de France. Parfois, les textes utilisés sont plus récents, comme dans L'art de vérifier les dates, donc ici, qui est publié au milieu du XVIIIe siècle par 3 moines bénédictins. Donc ici, ce document, c'est un extrait de l'ouvrage qui est recopié pour ensuite être transmis au peintre Claudius Jacquin, qui doit représenter une scène dans laquelle Jacques de Molay intervient. Donc on voit qu'il y a un véritable travail documentaire qui est mené par les équipes de Louis-Philippe. Mais si dans le cas des peintures d'histoire, ces documents peuvent être d'une très grande aide, ils renseignent énormément sur les événements, ils sont en revanche très silencieux en ce qui concerne la physionomie des personnages. Les peintres en charge de portraits doivent donc se tourner vers d'autres types de sources. Alors là, je vous en ai sélectionné 3 parmi la grande diversité de sources utilisées par les artistes, mais ces 3 exemples correspondent à 3 appréhensions de la source par les artistes.
Donc la première, c'est le gisant, donc parfois contemporain de la mort de l'individu, parfois postérieur de plusieurs siècles. Il possède néanmoins une certaine valeur historique, selon la définition qu'en fait Alois Riegel, qui est gage d'authenticité. Donc ici, par exemple, le gisant de Charles de France, qui est conservé à Saint-Denis, semble avoir clairement servi de modèle à Henri de Quesne. Seconde démarche, qui s'inscrit cette fois dans la continuité de celle entreprise par les historiens des années 1830. Les artistes pouvaient également s'appuyer sur des ouvrages historiques illustrés comme source iconographique. Donc, par exemple, Alexandre Lamlaine, j'ai toujours du mal à dire son nom, prend pour modèle le portrait de Raymond Dupuis qui est présenté dans Histoire des chevaliers hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, donc un livre qui date du XVIIe siècle. Faute de sources plus anciennes, cet ouvrage porte néanmoins une valeur de sérieux et est censé être le gage d'une certaine rigueur historique. Enfin, certains artistes prennent appui sur des œuvres totalement contemporaines. C'est le cas d'Amaury Duval qui représente Jacques de Molay d'après un tableau de François Fleury-Richard. Donc, le tableau avait connu un vif succès au Salon quelques années auparavant et le peintre lui-même était reconnu comme l'une des grandes figures de la peinture du genre historique. On voit alors que les artistes cherchent davantage des modèles qui font autorité pour leurs portraits qu'une véritable véracité historique. Ce n'est pas tant la reconstitution historique et fidèle au physique du modèle qui compte, mais le fait que la physionomie du croisé corresponde à celle canoniquement acceptée dans la culture visuelle de l'époque. Depuis tout à l'heure, je vous parle de portraits peints, mais je dois maintenant préciser que les salles des croisades présentent également 3 portraits sculptés, donc un priant et 2 gisants. Donc ici vous avez une photo du priant qui est lui d'origine, tandis que les 2 gisants sont des moulages, j'y reviendrai juste après. Donc ces 3 sculptures funéraires étaient installées au milieu de la grande salle des croisades et étaient présentées comme des sortes de reliques aux visiteurs, donc au même titre que la porte de Rhodes. Le visiteur était alors immédiatement enclin à leur prêter une valeur historique. Elle était un gage d'authenticité qui agissait comme un effet de halo sur les peintures qui les entourent. Donc ces 3 personnages sculptés avaient également un portrait peint et les visages peints et sculptés du même personnage concordaient, ce qui est plutôt logique et rassurant pour le visiteur. Mais je fais un petit aparté sur ce point-là en précisant que ce n'est pas forcément le cas tout le temps, notamment quand un portrait d'un personnage, quand un personnage a un portrait et qu'il est également présent dans des peintures d'histoire. Donc par exemple, je prends le cas de Jacques de Bouillon, qui est de Godefroy de Bouillon, qui est l'un des personnages les plus représentés dans les tableaux. Et on voit qu'en fonction du tableau, il n'a vraiment pas le même visage. Donc ça s'explique par le fait que les peintres, qu'il y avait plus de 50 peintres qui peignaient pour les salles des croisades au même moment et qu'il pouvait donc être dur de se concerter pour donner les mêmes traits à un même personnage, mais également tout simplement par le fait que les peintures d'histoire, elles mettent davantage l'accent sur l'action que sur l'identité des individus. L'historia prime sur l'imago, et donc le peintre est moins enclin à effectuer des recherches poussées ou à s'accorder avec d'autres artistes, puisque ce n'est pas là le cœur du propos. Je reviens à mes sculptures. Donc dans ce cas-là, en revanche, tout concorde. Mais je commence par le cas du priant de Philippe de Villiers de l'Isthme Adam, pas facile à dire non plus. Ce priant est d'origine et il sert assez logiquement de modèle à la peinture de Gillot de Saint-Èvre pour son portrait peint. Donc ici, le modèle, c'est donc à la fois une source historique et une œuvre qui fait autorité. Ce que j'entends par là, c'est que le visiteur peut comparer les 2 visages et valider la rigueur historique du visage peint. Mais dans le cas du gisant de Pierre d'Aubusson, c'est l'inverse. Le gisant est un moulage, le corps est réalisé à partir d'un autre gisant, de quelqu'un d'autre, et la tête, elle, a été sculptée d'après la peinture d'Alexandre Audier, donc réalisée en 1840. Donc là, le visiteur pourrait avoir envie d'effectuer le même raisonnement et donc de valider la rigueur historique du portrait peint d'après la relique présente dans la salle, mais en fait, non, c'est pas vrai. Donc ici, la muséographie tient une part très active dans la façon dont le public perçoit la rigueur des reconstitutions historiques. Enfin, dernier cas, et peut-être le plus répandu finalement, comment faire lorsqu'il n'existe aucun modèle sur lequel s'appuyer pour réaliser un portrait ? Comment faire dès lors pour établir une physionomie ? Donc, ces interrogations, en fait, elles contiennent déjà une question sous-jacente. Pourquoi chercher à faire des portraits de personnes pour lesquelles il n'existe pas de source ? Pourquoi avoir choisi de mettre autant de portraits dans les salles des croisades ?
Donc, j'ai déjà parlé de la salle de 1792, et là, la réponse est plutôt claire. Les portraits, ils représentent des personnages encore vivants ou ayant marqué l'histoire républicaine récente, et Louis-Philippe vient ainsi flatter l'ego des républicains en leur offrant une place dans son musée. Mais dans le cas des salles des croisades, c'est plus complexe. Ces chevaliers, ils se rattachent rarement à des figures encore connues. Je pense qu'on peut seulement citer pour le XIXe siècle les figures de Jacques de Molay, Richard Cœur de Lion, Saint-Louis ou Godefroy de Bouillon, qui sont encore connus dans l'imaginaire collectif au XIXe siècle. Mais à part cela, ce sont tous des noms d'illustres inconnus. Donc ce n'est pas pour leur légende personnelle que ces personnages sont représentés. On pourrait également penser que, comme pour la salle de 1792, ces portraits sont là pour venir flatter l'ego, cette fois des légitimistes. En effet, un grand nombre de vieilles familles aristocratiques, donc majoritairement légitimistes, se réclament d'une filiation avec un ancêtre croisé. Mais pour répondre à cette fierté, Louis-Philippe y fait plutôt installer une centaine de blasons sur les plafonds et les murs des salles des croisades. Les familles, elles doivent juste apporter une preuve que leur ancêtre a bien pris part aux croisades, et elles voient alors leurs armes figurer dans le musée. Donc c'est une forme de portrait familial héraldique finalement qui est mis en place dans ces salles. J'ajoute d'ailleurs que cette démarche, elle a mené à la mise en place d'un énorme circuit de faux documents qui ne fut découvert que bien plus tard, mais c'est une autre histoire. Pour revenir à nos portraits, en tout cas, rares sont ceux à pouvoir être associés à une famille encore vivante. L'enjeu n'est pas non plus, du coup, de côté de la filiation avec les artistes, enfin, avec les familles légitimistes. En fait, chacun des croisés portraiturés, c'est l'illustration d'un concept plus large, celui du chevalier. Il se rattache à un large système de valeurs positives telles que l'honneur, le courage et même une forme de patriotisme. Le fait de ne pas avoir de contraintes physiques pour représenter ces individus, il permet aux artistes alors de les inscrire pleinement dans l'imaginaire médiévaliste. Coupe au bol, moustache. Moustache d'ailleurs considérée comme un symbole de virilité et également portée par le soldat du milieu du XIXe siècle. Ainsi, il y a une sorte de fusion entre ce soldat chevalier du Moyen-Âge et le soldat contemporain. Je le rappelle, présenté un étage plus haut dans les salles d'Afrique. Donc tout ça, c'est aussi l'occasion de présenter l'ancêtre français sous son meilleur jour. La plupart des portraits, ils présentent des hommes sveltes, vigoureux, dans la fleur de l'âge, ou lorsqu'ils sont un peu plus âgés, marqués par une forme de sagesse et de sévérité qui leur donne une autorité supplémentaire. Aussi, en les rattachant à ces imaginaires positifs, Louis-Philippe, et plus largement l'histoire telle qu'elle s'écrit à cette époque, présente le chevalier comme une figure issue de l'âge d'or de la nation française. Le chevalier est l'ancêtre du français du XIXe siècle et porte déjà en lui l'identité nationale et toutes ses valeurs. Aussi, lorsque les artistes compensent le manque de sources historiques par la mobilisation d'imaginaires médiévalisants, les portraits deviennent davantage l'incarnation d'un concept que d'un individu. On peut alors se questionner sur le statut même de portrait. Est-ce que ce sont vraiment des portraits ? En fait, seul le cartel, qui est inséré dans la boiserie en dessous des peintures, permet d'identifier les personnages et ainsi de faire basculer du champ du personnage stéréotypé générique à celui de l'individu personnalisé, le portrait qu'on a sous les yeux. Qu'importe si les visages ne se fondent sur aucune source historique, le titre de l'œuvre suffit et lui confère toute l'autorité et la légitimité nécessaires dont l'œuvre a besoin face aux visiteurs. Ainsi, en personnalisant ces chevaliers, Louis-Philippe les dote d'une identité et d'une histoire. Plutôt que de présenter au public une simple image de chevalier, il lui présente en fait ses ancêtres et rend ainsi d'autant plus efficace, d'autant plus sensible son récit national. Enfin, en guise d'ouverture, j'ajouterais qu'aujourd'hui, lorsque l'on cherche sur Internet le nom de ces chevaliers croisés, la page Wikipédia qui leur correspond est souvent illustrée d'un tableau qui provient des salles des croisades. Preuve de la pérennité de ces portraits et de leur rôle dans la construction d'un imaginaire médiévaliste de l'histoire nationale et de l'histoire des croisades. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Et maintenant, on va écouter Florence Larcher. Donc, Florence Larcher est doctorante à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et fellow à la Bibliotheca Hertziana Max Planck Institute for Art History au sein du Lise Meitner Group, Decay, Loss and Conservation in Art History.
Après avoir obtenu un diplôme d'ingénieur à l'Institut national des sciences appliquées, elle est passée par le Centre de recherche et de restauration des musées de France et le service des musées de France, avant de commencer une thèse en histoire de l'art sous la direction de Philippe Morel. Celle-ci porte sur les images de Saint-Roch qui permettent d'envisager la fabrique visuelle des figures religieuses d'un point de vue tant matériel que théorique en Italie entre 1350 et 1680. Dans cette lignée, ces recherches portent plus généralement sur l'art religieux, les iconoclasmes et les images et les reliques des saints en Italie à l'époque moderne. Tu as la parole. Merci beaucoup. Merci Raphaël, merci Mathilde. Et je commence du coup sans transition. La question que je pose aujourd'hui, c'est pourquoi en arrive-t-on à retoucher les images des saints ? Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut retrouver et étudier ces modifications qui, s'accumulant, constituent autant de couches stratigraphiques signifiantes au cœur même de la matérialité des images ? Donc, alors que j'explicite ces questions auxquelles j'aimerais répondre aujourd'hui, il est probablement temps aussi que je vous explique mon titre. Donc, il reprend celui d'un programme de recherche qui est en cours à la Hertziana et qui s'intéresse justement aux modifications matérielles des images religieuses à l'époque moderne et dont je vous présente aujourd'hui une partie des résultats. Je vais vous parler de Saint-Roch, mais pas que, ne vous en faites pas. Preuve en est, il n'y a pas de Saint-Roch sur cette diapositive. La pratique artistique qui consiste à retoucher et transfigurer les images des saints est attestée depuis au moins le XVIIe siècle. En 1672, dans ses Vite, Giovanni Pietro Bellori mentionne la modification d'une peinture religieuse. Il dit « La ritocco Annibale di sua mano e la muto in Santa Margherita ». Donc Annibal Carrache aurait ainsi retouché, ritocco, une figure représentant Sainte Catherine afin de la transformer, muto, en Sainte Marguerite, telle qu'on peut encore la voir aujourd'hui dans l'église de Santa Caterina dei Funari à Rome. Un sort similaire attend le Saint Antoine, peint quelques décennies plus tard, en 1630-1631, par François Perrier, d'après un dessin de Simon Vouet, qui reformule déjà lui-même le Saint Luc, que vous pouvez voir ici, en bas à gauche, dans le même retable de Reggio Emilia, qui a été peint en 1592 par Annibal Carrache. La gestuelle des mains, le profil barbu et le renversement du corps de Saint-Roch citent ceux du Saint-Luc que Simon Vouet pourrait tout à fait avoir copié lorsqu'il vivait en Italie avant de revenir en France en 1627. Rien d'étonnant jusque-là, il s'agit de la citation d'une figure notoirement attribuée à Annibal Carrache, qui est amenée à changer d'identification lorsque Simon Vouet la transpose dans une toute nouvelle composition en 1630-1631. Mais l'histoire du retable se poursuit en évoquant de plus en plus la modification à même la copie peinte qui a été décrite par Giovanni Pietro Bellori. Donc je vous précise que l'état originel de ce tableau, l'apparition de la Vierge à l'enfant à Saint-Antoine, qui a été commandé pour la chapelle privée d'Antoine Rusé-Defia, maréchal de France, dans son château à Chilly, est connu grâce à une gravure de reproduction qui est faite en 1637 par Michel Lannes. La lettre se trouvant au bas de la feuille, que j'ai agrandie, identifie expressément le thème iconographique de l'image, confirmant que c'est bel et bien le saint patron du commanditaire qui est représenté, c'est-à-dire saint Antoine le Grand. Antoine le Grand, aussi dit Antoine d'Égypte et Antoine l'Ermite, est le saint homme qui est vêtu d'un drapé et adossé à un arbre, celui qui lève les yeux vers le ciel, où la Vierge à l'enfant apparaît assise sur des nuages, entourée d'anges et nimbée d'une lumière dorée. Le 18 mars 1817, la toile de François Perrier traverse l'Atlantique avant d'être acquise par le curé Jean-Octave Plessis afin d'être placée dans l'église Saint-Roch à Québec. Un peintre local est alors sollicité pour retoucher la composition et transformer Saint-Antoine en Saint-Roch, afin que le retable corresponde mieux à sa nouvelle affectation canadienne. Le bubon de la peste est ajouté sur le genou gauche de la figure, la besace du pèlerin remplace la clochette au premier plan, et le chien
accompagnant traditionnellement Saint-Roch recouvrent le paysage, comme on peut le voir à droite, dans une photographie de l'état de la peinture avant sa restauration en 2017. Ces tripatouillages, comme les désignait péjorativement l'un des directeurs du musée de Québec, ont depuis été éliminés au cours de ce que certains considèrent comme une restauration et d'autres comme une dérestauration. Peu importe en soi l'idéologie qui sous-tendait cette opération, menée en 2017, elle visait à retourner à l'état 17e du retable, et tel qu'il est visible en fait au centre de la diapositive. Le but n'était pas seulement de lui rendre ses couleurs d'origine, il s'agissait vraiment de retourner à cette composition originelle, imaginée par Simon Vouet et mise en œuvre par François Perrier. En 1976, l'exposition Saint-Roch en Corrèze du XVIe au XXe siècle, qui s'est tenue au château de Sédières à Clairgouts, avait déjà permis d'identifier tout un corpus de statues semblablement retouchées. Les analyses physico-chimiques et la documentation conservée dans certaines paroisses avaient alors fourni des informations précises qui, croisées, suggèrent par exemple que cette statue de Saint-Cyr-la-Roche représentait Saint Jean-Baptiste jusqu'au XVIIe siècle, avant que des modifications ne fassent émerger Saint-Roch en lieu et place du prédicateur. L'agneau servant d'attribut à Saint Jean-Baptiste est alors repeint et transformé en un petit chien tacheté permettant de reconnaître Saint-Roch. Se basant sur un inventaire systématique en Corrèze, le catalogue d'exposition souligne que les statues de la région qui représentaient Saint Jean-Baptiste ou Saint Jacques le Majeur, avant d'être transfigurées en Saint-Roch, sont extrêmement nombreuses. Dans bien d'autres cas, en plus des repeints affectant l'animal attribut de Saint Jean-Baptiste, sa croix est complètement retaillée pour devenir le bâton de pèlerinage de Saint-Roch. Les caractéristiques intrinsèques de chaque médium, de chaque technique, conditionnent donc les transfigurations qui impliquent nécessairement des retouches matérielles. Il faut composer avec la lacune constituée par la destruction pure et simple des attributs des saints, lorsqu'on étudie les modifications affectant des statues, tandis que celles affectant des peintures se comportent davantage comme ce qu'on pourrait appeler des palimpsestes figuratifs, puisque la figure préexistante demeure encore en fait sous la figure qu'on voit aujourd'hui. Effectivement, exactement comme pour les palimpsestes, ces parchemins sur lesquels on a effacé la première écriture pour pouvoir écrire à nouveau, la stratigraphie des peintures des saints retouchés ressort grâce aux techniques d'imagerie scientifique. L'état originel du saint franciscain agenouillé à gauche dans ce petit panneau français du XVe siècle conservé au musée du Louvre est par exemple connu grâce à la réflectographie infrarouge qui a motivé la restitution de cette figure lors d'une restauration récente. Tout à gauche de la diapositive, vous avez l'état avant restauration, qui correspond à un état retouché du panneau, tandis qu'au milieu, vous avez un état après restauration qui, lui, revient à l'état originel en fait, de la peinture. Les modifications qui ont été apportées au XVe siècle portaient principalement sur la figure agenouillée, comme vous pouvez le voir, dont seuls les vêtements et la coiffure changent de sorte à évoquer Saint Bernardin de Sienne. Au même moment, les armoiries présentées sur le blason que tient le petit ange aptère au centre du panneau sont modifiées. Un arbre entouré de 2 figures en prière succède aux 3 croissants de lune, suggérant que ces repeints invasifs découleraient en fait d'un changement de propriétaire lorsque se serait fait sentir le besoin d'atténuer l'individualisation de certains éléments iconographiques beaucoup trop associés au précédent propriétaire du panneau. Des éléments de réponse commencent ainsi à émerger pour ceux qui s'interrogeraient quant aux raisons de modifier les images des saints à l'époque moderne. Ce recyclage du sacré intervient en 2 occasions. Premier cas de figure, lorsqu'on réactualise le décor d'un lieu de culte en transformant des saints anciens en des saints plus récents, plus en phase avec la dévotion contemporaine. Le fait qu'en Corrèze, au XVIIe siècle, Saint-Roch succède à Saint Jean-Baptiste ou à Saint Jacques apparaît comme la conséquence matérielle d'un phénomène dévotionnel identifié par un poète italien, Franco Sacchetti, qui s'insurge dès la fin du XIVe siècle contre ce qu'il appelle les Santi Novellini, ces fameux saints récents qui, je le cite, font perdre la foi en les anciens saints et les remplacent dans le cœur des fidèles. Deuxième cas de figure,
lorsque les images changent de propriétaire ou de lieu d'exposition, appelant à ce que les saints qui sont représentés soient adaptés à leur nouvelle destination, comme à Québec et comme dans le panneau français du XVe siècle que l'on a vu précédemment. L'anecdote de Giovanni Pietro Bellori nous ramène, quant à elle, du côté des pratiques artistiques. Les saints sont commodément retouchés afin d'optimiser la production d'un atelier, l'un d'entre eux pouvant servir de base ou de modèle à un autre. Mais comment cela est-il seulement possible, envisageable en termes religieux? Un parallèle peut être établi entre les images et les pratiques d'écriture hagiographique, s'articulant autour de la circularité infinie des modèles, des saints. Et là, on a un écho qui se crée avec la communication précédente, puisqu'en fait, chaque saint est la figure d'un type et non un individu en lui-même dans ces pratiques d'écriture hagiographique. S'intéressant à la légende dorée, compilée par Jacques de Voragine dans les années 1260, Alain Bourreau constate que presque tous les détails du texte légendaire en cite, en répètent, en modulent d'autres, dans une circularité infinie. La ressemblance des épisodes ou des chapitres va parfois jusqu'à l'équivalence. Les personnages représentent alors les instances particulières d'un type universel et intemporel. Hans Belting va encore plus loin lorsqu'il précise que cette circularité va au-delà de la narration et de la ressemblance entre des épisodes hagiographiques. Elle concerne la figure hagiographique en elle-même, puisque, écrit Belting, le portrait du saint joue un rôle éthique aussi bien qu'ecclésiastique. Le type du visage, interchangeable dans les quelques formes habituelles, présente l'individu exemplaire comme le vêtement se rapporte à un groupe à l'intérieur de la communauté ecclésiale. Cette théorie de la figure hagiographique, donc du saint, croise des implications dévotionnelles, théologiques et matérielles dans les images. Elle suggère des procédés, des techniques, des outils qui satisfont à la fois l'optimisation de la production artistique et la réception de la figure représentée. Elle permet à Sainte Catherine de prêter ses traits à Sainte Marguerite à Rome à la fin du XVIe siècle, sans que cela ne pose a priori de problème d'identification ou que ne soit discutée une éventuelle contre-indication vis-à-vis du rapport entre l'image et le prototype. Les mêmes raisons rendent envisageable que Saint Jean-Baptiste et Saint Antoine puissent l'un comme l'autre servir de prototype à Saint-Roch, en Corrèze au XVIIe siècle, puis encore entre la France et le Canada au début du XIXe siècle. C'est d'ailleurs, suivant le même principe, qu'au début du XVIe siècle, un atelier de muraliste itinérant peut remployer les mêmes cartons pour peindre les visages de Saint-Barthélemy et de Saint-Roch dans deux églises, donc respectivement dans l'église de Santa Anna et dans l'oratoire de San Rocco, qui sont tous les deux situés à Clusone, dans le Val Seriana, en Italie du Nord. Ces peintures murales sont attribuées au maître de 1525, anonyme qui tire son surnom de son intervention en 1525 dans l'oratoire de San Rocco. La datation relative de son activité a été estimée à partir de la stratigraphie des couches d'enduit et de peinture sur les murs lors d'une restauration menée en 2016 par Valentina Mondani. À gauche de la diapositive, je vous ai mis une superposition des calques qui permet de visualiser des formes similaires et qui est semblable à celle qu'on obtiendrait en fait grâce à une réflectographie infrarouge, même si elle laisse en fait seulement deviner des transpositions d'outils permettant de mettre en œuvre une superposition des figures qui est présente dans l'imagination des gens à cette époque-là, et non en fait des couches matérielles de peinture qui sont effectivement superposées, comme dans le cas du tableau de François Perrier d'après Simon Vouet. Cette superposition des calques met en évidence une coïncidence des traits, impliquant le remploi d'un carton pour peindre les visages de deux saints différents, mais ressemblants, Saint-Barthélemy et Saint-Roch, conformément au principe qui a été identifié par Hans Belting et qui veut que leur portrait, modelé de main d'homme, soit également modélisé de mémoire d'homme, c'est-à-dire qu'il conserve la mémoire des saints antérieurs qui relèvent du même type. Je conclurai sur une remarque peut-être un petit peu plus heuristique à propos de ce que cette communication dit en définitive des enjeux et des méthodes pour retrouver le passé en histoire de l'art. Il existe une sorte de réflexivité entre la discipline, l'histoire de l'art qui réfléchit sur l'un de ses objets, les saints retouchés, et la peinture qui, en tant que pratique artistique, réfléchit sur ses propres moyens de mettre en œuvre cette théorie moderne de la figure des saints,
entérinées dans les textes et dans la dévotion. Il paraît évident, ou du moins il fait sens, que l'histoire de l'art passe par les techniques d'imagerie scientifique pour étudier les palimpsestes des saints, puisque ces images se composent de superpositions de figures et que leur matérialité en conserve l'histoire plus que tout autre médium peut-être. Les réflectographies infrarouges, utiles pour discerner les modifications apportées à la figure agenouillée dans le panneau du XVe siècle conservé au Louvre, ne sont en revanche d'aucune utilité face aux saints qu'on pourrait désigner comme indirectement ou imaginairement retouchés. La pratique consistant à ritocare, donc pour employer les mots de Giovanni Pietro Bellori, à retoucher une figure, n'intervient pas toujours sur la stratigraphie de la peinture originelle, pour la simple et bonne raison qu'elle ne procède pas, parfois, ou peu en tout cas, via des repeints. C'est en fait la figure qui, telle une idée, est copiée, remployée, retouchée, suivant une logique de mise en représentation qui est fondée sur la circularité des modèles textuels. Le seul moyen de repérer les éléments que Saint-Roch emprunte à Saint-Barthélemy en Italie du Nord au début du XVIe siècle est alors de s'intéresser aux outils des artistes, d'identifier où, quand, comment et pourquoi des gabarits ou des dessins sont remployés d'un saint à l'autre. Merci beaucoup. Merci à tous et toutes pour ces présentations. Est donc venu le temps des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Sinon, Raphaël et moi, on en a plein, mais on ne voudrait pas vous couper l'herbe sous le pied. Bonjour, merci à vous tous, c'était vraiment super intéressant. J'ai une question plus particulièrement pour Émilie Jacot, parce que du coup, on a vu des portraits d'hommes, mais ma question, c'est est-ce que parfois, on a des femmes qui apparaissent dans les salles des croisades où elles sont absolument absentes des représentations ? Alors, il n'y a aucun portrait parmi les 45 portraits de femmes, parmi toutes les personnes sélectionnées. Par contre, il y a 2 peintures d'histoire, une qui a été réalisée et une qui a été abandonnée en cours de route, donc qui n'est pas exposée mais qui était commandée initialement, qui représentent des reines de France qui ont pris part aux croisades. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que donc, celle qui a vraiment été réalisée représente Marguerite de France qui part de Hongrie pour venir en croisade, et c'est vraiment la peinture qui correspond le plus au style troubadour, donc qui vraiment transforme une scène de départ de guerre dans une sorte de scène galante où elle fait juste une balade à cheval avec tous ses serviteurs qui la suivent. Donc il y a quand même une dynamique de genre assez présente dans cette représentation, mais oui, pas de portrait individualisé. Merci beaucoup pour ces 2 conférences. Ça fait très plaisir de vous entendre. J'aurais une première petite question pour la première conférencière, qui est quelle notion de portrait vous utilisez en fait ? Je me souviens, je crois que c'est dans le salon de 46 de Baudelaire, où il dit que le portrait va devenir le genre de l'avenir pour l'art moderne. C'est beaucoup de dire ça, de vraiment donner un focus sur un genre comme le portrait que nous, on prend un peu à la légère ou sa signification peut-être un peu de façon trop évidente. Donc, je pense qu'il faut réfléchir vraiment dans ce cas-là, c'est quoi un portrait à cette époque-là et pourquoi il y a une sorte de surinvestissement dans ce genre, et donc de ne pas partir automatiquement de ce que nous, on voit comme individualisation, etc. Et ce que vous avez souligné, la différence entre type et portrait, je pense, joue beaucoup au XIXe siècle. Et qu'est-ce qui représente, qui peut représenter quoi, en fait ? Et le portrait est vraiment très important pour ça.
Alors, je ne sais pas exactement du coup quelle est la question précisément, mais oui, c'est un peu l'idée de cette présentation, de discuter de la notion de portrait, parce que ils sont présentés comme des portraits, mais en effet, c'est pas des portraits au sens, comme par exemple des portraits contemporains avec le bourgeois qui vient poser dans l'atelier de l'artiste et qui prend le temps donc de représenter les traits, de l'améliorer ou pas, ça dépend de la volonté du commanditaire et de l'artiste, mais justement. La question du portrait rétrospectif elle est très intéressante parce qu'il y a plein de choses qui s'imbriquent. Il y a la question de est-ce qu'il y a des sources disponibles, est-ce que l'artiste cherche à représenter vraiment un individu ou est-ce qu'il cherche à représenter en effet juste un type. Mais dans ce cas, en effet, du coup, c'est plus la définition de portrait comme on peut l'avoir à première vue. C'est une autre définition qui correspond du coup à celle de la vision du 19e siècle sur le portrait historique. Et je voudrais rebondir sur cette question pour t'en poser une autre. Justement, à cette époque, j'ai le sentiment qu'il y a une volonté d'incarnation de figures exemplaires, avec le projet du Panthéon notamment, et on voit dans une des images que tu as présentées la mention à toutes les gloires de France. Est-ce que tu penses que justement ces projets-là qui ont cours pendant la première moitié du 19e siècle, viennent faire écho à cette définition du portrait et à cette volonté d'incarnation dans des figures typiques, là, en l'occurrence, mais... Oui. Je ne sais pas comment développer plus, mais oui. Mon autre sujet de mémoire, c'était sur un panorama qui représentait la vie de Jeanne d'Arc, donc en Master 1. Et c'était vraiment personnifier l'âme française à travers un personnage en racontant tous les épisodes de sa vie. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez important dans la pensée, dans la façon de présenter l'histoire et la nation française au XIXe siècle. Bonjour, j'aurais une petite question pour Florence Larcher. À propos des recompositions, là on le voit, c'est avec la peinture ou la sculpture, donc ça semble relativement modifiable. Et donc, est-ce qu'on peut le retrouver aussi dans d'autres médiums plus délicats, comme le vitrail ou la mosaïque, ou ce genre de choses? Surtout des médiums aussi qu'on retrouve dans des églises, des lieux de culte, avec ces saints en l'occurrence. Merci beaucoup pour cette question. Je dois avouer que je vais botter en touche. Je ne me suis pas du tout intéressée à la question du vitrail pour l'instant. Je sais que c'est possible sur des médiums papier, plutôt des médiums graphiques. Mais c'est vrai que pour les vitraux, ça ferait sens parce que il y a déjà cette décomposition de la matière qui permettrait qu'en fait on module la figure peut-être un petit peu plus facilement. Mais c'est vrai que pour en retrouver des traces, là, en termes méthodologiques, je serais bien incapable de dire par quelle technique il faudrait passer. Mais oui, mais ça doit sûrement être possible. Merci. Peut-être que ce serait une question à poser à Antoine Liénard qui a fait une communication hier sur les vitraux. Oui, peut-être. Voilà. Effectivement. Moi j'ai plein d'autres questions, mais est-ce que des personnes du public souhaitent parler ? Pour Valentin Boyer. J'ai trouvé ça super intéressant, la question des attributs de la Prusse, avec l'orbe et l'aigle bicéphale. Et je me posais juste la question, est-ce que c'est une volonté d'appropriation du prestige qui émane des découvertes égyptiennes, ou est-ce que c'est plus une sorte de laisser une trace pour dire on était là, on a vu, ou alors c'est rapporter justement cet imaginaire égyptien avec le prestige qui va avec en Europe et dans les résidences impériales ou dans les musées impériaux. Merci. Merci pour cette question très intéressante. C'est vrai que c'est particulièrement étonnant quand on voit ces symboles qui sautent aux yeux quand même quand on ne lit pas les hiéroglyphes. Il y a plusieurs points. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la volonté, je pense, de marquer de sa patte un monument et son passage, comme ont pu le faire des voyageurs à n'importe quelle époque, sur n'importe quel monument qu'ils ont pu visiter. On en voit plein avec des graffitis, etc., notamment encore en Égypte.
des graffitis en latin, en grec, en arabe, etc. Là, c'est une campagne scientifique qui finalement marque son passage, marque aussi finalement un événement particulier et remercie finalement son financeur, son mécène, puisque c'est Frédéric Guillaume IV. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est plutôt aussi le fait de le faire sur un véritable monument comme la pyramide de Giza et le faire ensuite dans les décors même du musée, alors que c'est pas du tout un objet antique. Finalement, c'est presque les décors qui ne sont là que pour contextualiser, finalement, deviennent eux-mêmes presque une œuvre. C'est ça que je trouve particulièrement intéressant, puisqu'on y fait le même geste. Et après, là, on peut aller plus loin, parce que là, j'ai seulement traité ces décors-là à l'époque à laquelle ils ont été créés. Mais si on regarde maintenant, le Neues Museum, notamment, a été bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on a un geste de patrimonialisation de ces décors, donc on les garde. Donc on conserve ces traces-là. Malheureusement, les inscriptions dédicatoires, elles ont disparu, complètement en débris. Là, on n'a plus rien du tout. Mais on a quelques vues de l'Égypte qu'il y avait sur les parois extérieures de cette cour égyptienne que j'ai montrée. Voilà. Après, le fait d'apposer aussi son nom, l'aigle de Prusse, etc., il y a une volonté peut-être de marquer le passage des Prussiens, puisque il faut quand même se remettre aussi dans le contexte politique de l'époque. On a une concurrence presque féroce entre les Anglais, entre les Britanniques, entre les Français et entre les Italiens et les Allemands, qui essaient d'avoir aussi des concessions, etc. On a les consuls qui vont récupérer pas mal d'œuvres pour ensuite les revendre au musée. Donc on a comme ça les musées de Turin, le Louvre, qui vont se constituer grâce aux collections Solt, Drovetti, etc. Les Allemands, eux, vont surtout se focaliser finalement sur la philologie. Ils seront moins présents sur le terrain, même si là, ils marquent leur passage, mais se concentreront essentiellement sur la philologie et l'épigraphie. Et donc là, on en voit aussi toute l'avancée qu'il y a dans la connaissance de la langue égyptienne à travers ces exercices de style que fait Lepsius de l'allemand vers le hiéroglyphe. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Peut-être en attendant une autre question. Moi, je souhaiterais... Ah, pardon. Okay. Bonjour, j'aurais une question pour Émilie. Quand on parle de croisade, on pense souvent à l'imaginaire oriental. Donc je me demandais s'il y avait aussi des portraits de soldats musulmans ou d'un peu une représentation de l'autre côté des croisades. Donc, que des portraits de croisés français ou de temps en temps allemands ou anglais quand ils ont eu un rôle tellement important qu'on ne peut pas les enlever de l'histoire des croisades très franco-centrées, du coup, à Versailles. Mais du coup, pas de portraits de soldats musulmans. Par contre, il y a des représentations dans les peintures d'histoire. Donc là, c'est plus des portraits, c'est plus des représentations génériques. C'est assez difficile parfois sur les peintures d'histoire. On sait que là, le chef qui est sur le cheval, c'est tel croisé. C'est beaucoup moins clair pour savoir qui est le chef musulman qui se trouve en face. Et en plus, il y a vraiment une différence de représentation assez flagrante entre les croisés qui sont toujours représentés très armés, très prêts au combat, quoi, et les soldats orientaux qui, eux, sont représentés parfois très dénudés. Donc, je pense pas qu'ils allaient vraiment... Il y a une image où il y a quelqu'un qui a juste comment ça s'appelle, zut. Ouais, j'ai oublié, c'est pas un turban, c'est un autre couvre-chef dont j'ai plus le nom. Mais en tout cas, il a juste ça, et sinon il est tout nu sur la peinture, et il est en train de combattre, et on se dit, bizarre. Donc il y a vraiment une différence de représentation, et ils sont vraiment là juste pour mettre en avant le soldat croisé français. Voilà. Et dans les salles d'Afrique au niveau supérieur, du coup, dans le parcours, est-ce qu'il y a aussi des portraits comme ça de généraux ou de... Non. Dans les salles d'Afrique, c'est plutôt une ambiance panoramique, puisque les tableaux sont vraiment très grands. Je crois qu'il y a à l'époque, Horace Vernet avait réalisé la peinture la plus grande jamais réalisée. Bon, depuis... On a fait mieux, mais à l'époque, c'était vraiment très grand. Et du coup, pas de portraits individualisés, plutôt des grandes scènes de combat qui s'étirent avec plusieurs groupes qui se succèdent et des moments très pittoresques avec une femme qui essaie de s'enfuir et de sauver ses poules et d'autres grandes mêlées avec plein de chevaux. Et voilà. Merci beaucoup. Moi, je vais rebondir justement pour pouvoir poser une question à Marie sur son travail sur Marcel Hackheim.
Voilà, je me demandais peut-être si tu pouvais développer un petit peu dans le cadre dans lequel les dioramas ont été une première fois restaurés en 2007 et peut-être essayer enfin, ma question, c'est à quel point est-ce que la patte artistique était encouragée, valorisée au sein de ces dioramas, parce que donc là, on a vu deux types d'artistes féminines que tu as montré qui avaient un style extrêmement différent. Et dans notre thématique de reconstitution et dans la volonté de reconstitution et de créer une atmosphère, j'ai été assez frappée de voir que justement il y a ces très très grandes disparités de style. Et donc voilà, je me demandais un petit peu comment est-ce que ça avait été mis en place, à quel point c'était valorisé, est-ce qu'il y a quelques éléments qui étaient moulés ou non dans les dioramas, enfin voilà, plein de questions tu choisis, mais voilà, c'était aussi pour faire le lien avec les portraits, le fait que justement le diorama que tu nous as montré représentait un portrait, évoquait plutôt une personne qu'un réel portrait, enfin voilà. Alors, merci pour ta question. Alors, pour tes questions, à quel point donc cette patte artistique était valorisée? Alors, donc j'ai évoqué rapidement, parce que c'est un large sujet, mais cette société coloniale des artistes français, qui était une société artistique qui récompensait. Donc, il y avait un salon annuel au Grand Palais, et qui récompensait par des bourses de voyage ces artistes, femmes comme hommes, donc avec des prix créés avec les gouverneurs des colonies, avec le concours des gouverneurs des colonies. Donc il y avait un prix de l'AOF, de l'AEF, du Maroc, etc., qui offrait non seulement de l'argent, mais souvent aussi les transports et le logement sur place. Donc gagner ces prix, à l'époque, pour un artiste, c'était vu comme un honneur, et notamment pour les femmes, c'était un moyen de renouveler ces sujets. Pour ces femmes, notamment, donc, qui commencent à partir après la Première Guerre mondiale, donc dans les années 20, qui sont souvent cantonnées à des sujets, scènes de genre, nature morte, tableaux floraux, etc. C'est le moyen de renouveler ces sujets. Donc l'État également encourage la production d'œuvres pour la propagande coloniale. Cette propagande coloniale passe par l'art. C'est d'ailleurs le slogan de cette société coloniale des artistes français. Et donc oui, l'État, là, notamment on l'a vu avec les commandes à Marcel Hackheim, encourage grandement les artistes à participer à cette propagande. Alors, je relis ce que tu m'as demandé. Les autres questions, oui, les disparités de style aussi, c'était ça? Oui, c'est plus ça. Les disparités de style, oui. C'était des œuvres de commande au niveau du sujet. On leur a imposé souvent un sujet. Après, c'est vrai que chaque artiste colonial pour les femmes avait son propre style. En fait, il n'y a pas vraiment de... Il y a la diffusion d'archétypes communs. Par exemple, les femmes porteuses d'eau pour l'Afrique. On a vu la cueillette du café, etc. Donc, il y a des archétypes qui sont diffusés. Par contre, les manières de représenter sont toutes différentes. Avec ces archétypes, certains artistes, soit certains penchent dans le réalisme, dans montrer, leur but c'est de montrer une scène très réaliste, certains penchent plus dans la rêverie exotique. On a même l'exemple d'artistes qui s'inscrivent dans le thème colonial, mais qui ne sont pas partis pour autant en colonie, et qui reproduisent des archétypes vus en métropole, en fait. Voilà. J'espère que ça répond à la question. Et en partie, si on peut continuer à discuter après. Moi, justement, j'ai aussi une question pour toi concernant l'exposition Diorama en 2017. Comment est-ce que cette œuvre était présentée dans cette exposition, à la fois scénographiquement, mais aussi dans l'encadrement scientifique et de la médiation?
Alors ça, c'est une excellente... Je sais pas si on entend. C'est une très bonne question, au sens où moi, je n'ai pas vu l'exposition en 2017. Dans le catalogue, on n'a que la photo du diorama, rien de plus. Et je n'ai pas réussi à obtenir d'autres informations. Donc ça, c'est encore une piste à creuser. Comment a été exposé ce diorama? Si certains ont vu d'ailleurs l'exposition, moi, je suis curieuse de savoir, parce qu'effectivement, je n'ai pas vu cette exposition. J'ai vu ça dans les archives, en fait. C'est la conservatrice des dioramas qui m'a transmis l'information, mais je ne sais pas comment ce diorama a été exposé. Okay. Voilà. J'avais vu l'exposition, mais je suis désolée, je ne me souviens pas de cette présentation précise. Et je voulais te demander aussi, tu as parlé pour ces dioramas donc il y a de la peinture, il y a aussi de la sculpture, et puis la lumière et l'ambiance sonore parfois. Comment est-ce que cette création-là se passait? Est-ce que tu le sais? Est-ce qu'il y a des traces, des collaborations que ça engendre entre les artistes et les savoir-faire? Alors, on a des traces, donc là, je n'ai pas forcément développé, mais on a des traces des différents matériaux, des fournisseurs de Marcel Hackheim, notamment pour ce diorama, parce que c'est vrai qu'elle était artiste, peintre et dessinatrice, et que là, ça développe d'autres compétences, notamment avec le contreplaqué, la peinture sur contreplaqué. Ensuite, c'est des collaborations surtout avec des sociétés. Notamment on a la société pour les meubles, donc la société Pagnen qui fabrique les meubles pour l'exposition. On a dans les archives références pour l'allumage de ces dioramas, etc. Il y avait un côté très technique, notamment pour la lumière. Alors, j'ai pas mention du son pour ces dioramas-là. Pour la lumière, il y a un aspect très technique mis en place par des sociétés annexes et pas par les artistes eux-mêmes. Et donc, je pense qu'il y avait un vrai travail collaboratif de montage du meuble. Ensuite, je pense, alors c'est une hypothèse, mais je pense qu'elle réalisait en atelier sa toile de fond, ses personnages, etc. Et ensuite que c'était monté très certainement sur place, parce que le meuble, il est vraiment énorme. Enfin, c'est gigantesque. Moi, quand je les ai vus pour la première fois, je les avais juste vus en photo. Je ne m'attendais pas à un meuble aussi grand. Donc, je pense que c'était monté ensuite collaborativement. Merci. Et je me demandais aussi, dans sa carrière, avec les œuvres plus beaux-arts, enfin, les peintures, est-ce que tu vois un changement avec ce projet-là qui est très pédagogique et très lié à une propagande coloniale dans la manière dont elle pense ces autres tableaux? Alors, on voit un net changement. Alors moi, personnellement, j'ai très peu d'œuvres d'avant les voyages de Marcel Hackheim. On voit quand même, notamment avec l'affiche que j'avais montrée, il y a quand même une nette différence, un net renouveau de la manière de peindre et d'exécuter, et même des sujets en règle générale. C'est vrai que c'est une artiste qui est très méconnue. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses très certainement en main privée. Est-ce que ce diorama a ensuite impacté de manière pédagogique les œuvres? Je ne pense pas. Je pense que c'était une commande vraiment à part, mais elle a continué à peindre, à ma connaissance, presque exclusivement des thèmes coloniaux après ses départs aux colonies. J'ai pas connaissance d'autres œuvres, de d'autres sujets, quoi. Merci. Voilà. Moi, Si toujours pas de questions, oui, moi j'en ai une autre pour Valentin, plus particulièrement. Je me demandais à quel point aujourd'hui cette tradition de vouloir inscrire son nom sur des monuments recréés, reconstruits, et à quel point est-ce qu'aujourd'hui c'est encore le cas? Est-ce que on a des commandes privées dans des décors, je sais pas, de théâtre, de maisons privées ou est-ce que c'est chez les égyptologues quelque chose qui se fait beaucoup encore? C'est intéressant. Merci. Bonne question.
Parce que, alors en contexte muséal, j'ai pas d'exemple récent de nouvelles inscriptions comme ça dans ce style-là, absolument pas. Je pense que ça faisait partie de ce jeu on venait de déchiffrer les hiéroglyphes et donc on était vraiment dans cette mouvance-là de vouloir aussi se faire à cet exercice-là de traduction. Donc dans des musées contemporains, absolument pas, même si on retrouve maintenant, on a une tendance à la recontextualisation des œuvres, on retrouve aussi les périodes Runz, les choses comme ça, maintenant qu'on avait un peu mis de côté, délaissé. Mais sinon, après, on a ces choses-là qui se développent. Alors moi, de ce que je connais, c'est plutôt, parce que j'axe mes recherches sur le 19e et 20e, mais c'est des choses qu'on retrouve dans des théâtres et qu'on retrouve aussi beaucoup dans les temples maçonniques. Donc on en a aussi beaucoup, notamment en Amérique du Nord. Voilà, on a des très beaux temples aussi maçonniques, enfin il y en a en France, mais il y en a des très beaux en Belgique, à Bruxelles, notamment avec des décors égyptisants partout. Voilà, donc si vous avez l'occasion d'en visiter, certains sont ouverts à la visite sur des créneaux quand même restreints, mais certains peuvent être visités. J'ai visité un de ceux de Bruxelles et c'est très intéressant. Il y a un égyptologue belge qui travaille dessus, Eugène Warmenbol, qui est justement spécialisé sur cette question-là. Donc je dirais les temples maçonniques, mais sinon après, ce qui relève de la sphère privée, c'est tout le jeu de la sphère privée, c'est d'en avoir connaissance. Donc il y a certainement des jeux de ce type-là qui sont faits, mais qui ne sont pas faits avec l'objectif que ce soit accessible au public ou connu du public. Donc là, la part de mystère restera entière. Et moi, j'avais une question, enfin plusieurs en fait, pour Florence. C'était vraiment passionnant de voir la plasticité de la foi s'exprimer formellement avec l'évolution des dévotions. Ma première question, c'est est-ce que dans la théologie, on retrouve l'idée que finalement prier les saints, c'est prier un Dieu unique, ce qui ferait le lien avec ce que tu citais pour l'évocation d'un type universel à la fois dans les textes et les images. Alors, merci beaucoup pour cette question très pointue en plus, je note. Dans les images des saints, on revient effectivement à cette idée que l'icône devrait porter la trace de la personne ayant réellement existé. Donc ça, c'est dès le concile de Nicée II, en 781, il y a ce concept de l'image qui devrait conserver la trace de Dieu. On parle en fait à cette époque-là de l'hypostase. Mais c'est quelque chose qui va complètement se perturber à la période moderne, à partir, on va dire, de la fin du XVe siècle, et qui va être vraiment entériné avec le Concile de Trente en 1563. Et du coup, ces images, ces palimpsestes, en fait, ils ne sont pas observables pas à ma connaissance, ils ne sont pas observables avant la Renaissance. Parce que justement, on a cette idée que l'image religieuse devrait représenter, quand elle représente un saint, quand elle représente le Christ, il y a une part de la vraie personne qui est incarnée comme ça. Et du coup, c'est extrêmement problématique que les artistes se mettent à faire ça à la Renaissance, parce qu'ils sont quand même à la limite du sacrilège. J'aurais peut-être dû commencer par ça pour vous intéresser un peu plus, c'est que c'est pas du tout normal, c'est pas légal là ce qu'ils font. Quand ils disent bon bah si on prenait la tête de Saint Barthélemy et qu'on disait que c'était Saint Roch, c'est quand même pas du tout. Donc oui, il y a une contradiction qui est fondamentale et qui est très intéressante parce que là on a un lien entre ce qui serait sacrilège, ce qui ne le serait pas. Comment est-ce que la matérialité des images religieuses va finalement devenir un vrai problème et va alimenter tout un type de discussion qui va être très très important à cette époque-là. Et est-ce que ces modifications de saints représentés, ça a un impact donc sur les patronages présents dans l'Église, auprès desquels on peut aller prier, et donc sur les dynamiques de pèlerinage aussi, sur les flux de croyants? Est-ce que c'est aussi une stratégie pour attirer des croyants, ou alors est-ce que c'est une demande des croyants qui provoque le changement? Enfin, je me demande en termes de flux de pèlerins, comment est-ce que tu as trouvé des choses sur cette question-là? Alors pour la sculpture de Saint Jean-Baptiste, qui au XVIIe siècle est transformée en Saint Roch, justement, on aurait cette idée que ce serait le premier cas de figure. Les attentes de la dévotion ont changé. Et on a vraiment dans les archives des traces d'évêques qui passent et qui font un point, quel saint n'est plus prié, devant quelle peinture est-ce qu'on ne voit plus personne, et pour attirer des fidèles, pour récolter des aumônes aussi un petit peu,
on va essayer d'actualiser le décor en se disant que les gens vont venir et que du coup, on va avoir peut-être un petit peu plus de sous, des gens qui prient, la vie va s'animer dans l'église. Et à ce titre, on choisit de remplacer les saints qui ne sont plus priés, les anciens saints, les vieux saints, par des saints plus nouveaux. Après, il y a aussi l'inverse qui est vrai, c'est que ce n'est plus l'attente des dévots, mais c'est une volonté plus politique, plus idéologique, qui parfois fait qu'on va choisir de proposer un modèle plus en phase avec les idéaux que l'Église, à ce moment-là, veut transmettre pour essayer d'influencer la dévotion. Et il faut aussi qu'on se mette à la place des gens. Vous venez tous les jours dans un lieu et puis d'un coup, la statue que vous étiez en train de prier a complètement changé. Qu'est-ce qui pouvait se passer? Donc les deux existent. C'est parfois à la demande de la dévotion et parfois, au contraire, on impose ce changement en dictant en fait une nouvelle manière d'envisager la grande cour des saints qui peut être convoquée. Merci. Et j'avais juste une dernière question pour toi encore, désolée, sur les questions de restauration, des restaurations que tu as évoquées en début de présentation. C'est une question qui revient tout le temps pour la restauration, mais ici c'est particulièrement intéressant parce qu'il y a toutes ces strates de dévotion. Comment est-ce que se fait le choix de l'état le plus authentique de l'œuvre et comment est-ce que sont conservées les traces de retouches qui sont aussi des traces de moments de dévotion? C'est toute la problématique probablement, mais qui touche à tous ces sujets où il y a une stratigraphie des œuvres. Tout comme à Versailles, on choisit de privilégier tel état plutôt que tel autre. Donc ça a été un grand débat. J'aurais peut-être dû le préciser aussi, ces photos, elles m'ont été transmises par Guillaume Caseroni, qui est conservateur au musée des Beaux-Arts de Rennes et qui a participé, qui a milité peut-être même presque pour la restauration vers un état 17e, alors que le Canada voulait conserver les tripatouillages de son peintre local. Et je ne suis pas sûre qu'à ce moment-là, la question religieuse, de la question de la dévotion, ait vraiment été quelque chose qui a pesé dans la balance. On a voulu retourner à un style, je pense, à une renommée qui était celle de Simon Vouet plutôt que celle de la figure. Dans ce cas-là, je pense que c'est plutôt des questions stylistiques et muséologiques, qui auraient plutôt pas vraiment dévotionnelles. Merci. Merci. Et donc, s'il y a une dernière petite question dans la salle, peut-être qu'on peut l'écouter, mais sinon, on va bientôt conclure le congrès. Oui. Je veux bien poser une toute petite question aussi à Florence Larcher. C'est est-ce qu'on a des repeints qui feraient passer les figures du profane au sacré ou inversement? J'imagine que c'est encore plus sacrilège de faire ça, mais je ne sais pas si ça a existé. Merci pour cette question, déjà. Et oui, effectivement, on a des figures qui sont, après coup, a posteriori, auréolées comme ça d'une aura sacrée. On a des portraits de dévots qui, une fois décédés, alors qu'ils avaient payé pour être placés dans l'église, une fois qu'ils n'ont plus aucun moyen de revendiquer que leur place ici a été déjà payée, qui sont transformés. En fait, la matière de l'image est recyclée et on les transforme en saints, on les transforme en d'autres choses. Et après, beaucoup plus en amont, le phénomène est aussi lié aux statues païennes qui étaient recyclées pour être transformées en saints quand des lieux de culte chrétiens remplaçaient des lieux de culte païens. Donc le phénomène remonte à très très loin, mais avec des implications qui sont différentes une fois que le phénomène religieux entre en compte. Merci. Une dernière petite question pour Émilie. Tu parlais dans ta présentation de la moustache des croisés qui flattait l'ego des soldats contemporains. Et donc je me demandais s'il y avait des bourgeois ou des nobles qui commanditaient des tableaux pour servir, où ils serviraient de modèle pour les croisés, pour avoir leur visage peint dessus. C'est une super question. Alors, en tout cas, moi, j'ai travaillé que sur Versailles, donc je ne pourrais pas répondre au-delà de ça, mais pour Versailles, non.
Par contre, dans les portraits non, mais par contre dans les peintures d'histoire, il y en a une qui représente l'élection de Godefroy de Bouillon comme roi de Jérusalem. Donc il est au milieu de la scène et tout autour il y a plein d'autres croisés très importants dont on a les noms un peu voilà. Et en fait dans les notes de l'artiste, donc Federico de Madrazo y Kunst, je le dis très mal sûrement, voilà, mais en fait on se rend compte que c'est tous ses amis qui servent à faire tous les croisés aux alentours. Donc il n'y a que Godefroy de Bouillon qui n'a pas un visage de quelqu'un de documenté et qui du coup lui est plus imaginé, mais sinon tous les autres c'est ses proches en fait, qui servent de modèle. Eh bien, merci beaucoup à tous et à toutes pour ces interventions et ce temps d'échange. Et nous allons maintenant laisser la parole pour la clôture de Rotonde. Merci. Alors j'invite Aline et Adèle à venir conclure ces 2 journées de congrès. Bon, donc bonsoir à tous. Nous clôturons maintenant la 3e édition de Rotonde. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir compté parmi nous cette année et nous vous remercions sincèrement d'être venus assister à ces conférences qui, j'espère, vous auront intéressé. Durant ces 2 journées qui ont été très enrichissantes, nous avons pu constater que retrouver le passé peut prendre plusieurs formes et ne se limite pas à un seul domaine de recherche, qu'il s'agisse de reconstitution d'objets, de bâtiments, de parfums, d'événements ou de réseaux. Retrouver le passé nous permet de retrouver une mémoire qui serait perdue sans les historiens et les archéologues et les historiens de l'art. La recherche scientifique permet de reconstituer les premiers hominidés aujourd'hui disparus, des bâtiments historiques aujourd'hui détruits, ou encore des modes vestimentaires passés. Nous tenons donc à remercier les jeunes chercheurs et chercheuses qui ont participé à ces 2 journées pour toutes les connaissances qu'ils ont pu nous apporter au cours de leurs interventions. Nous remercions également le conseil scientifique qui nous a aidés pour établir cette sélection et pour arriver à un programme final dont nous sommes toutes et tous extrêmement fiers d'avoir pu vous proposer ce large panel d'interventions. Donc cette année, vous avez pu constater qu'on a voulu faire l'expérience de mêler en fait la recherche scientifique à la création artistique afin de proposer un vrai dialogue entre chercheurs et artistes. Et voilà, nous avons pu voir combien finalement reconstitution et création sont liées. Par l'imagination des chercheurs dans leur travail de reconstitution, d'une part, et d'autre part, le véritable travail de recherche historique, parfois, qui est effectué par les artistes dans leur parcours de création. Et ça nous permet de nous interroger, en fait, où s'arrête la démarche scientifique et où débute le processus artistique. Voilà. C'est donc vraiment très sincèrement également que nous remercions les artistes qui ont monté cette exposition et qui ont participé à ce congrès. Et puis, voilà, un petit ajout de dernière minute suite au succès des ateliers pratiques. Nous sommes vraiment très heureuses que ces ateliers aient marché. Donc, on remercie également ces intervenants de ces ateliers
pour la dimension ludique en fait, qui a été apportée à ce congrès qui peut parfois être lourd avec autant de conférences. Donc nous les remercions également. Nous remercions également l'INHA qui nous a permis d'organiser cette 3e édition d'un événement qui met à l'honneur la jeune recherche et qui est entièrement porté par les doctorants de l'INHA. À ce titre, nous remercions évidemment le personnel de l'INHA qui nous a aidés dans l'organisation et qui ont été extrêmement sollicités lors de ces 2 journées, en particulier les services des manifestations, de la communication et les moyens techniques. Enfin, nous remercions tous les CER et doctorants qui se sont portés volontaires pour nous aider durant le congrès, ainsi que les générations précédentes de CER qui ont fait naître le projet du congrès Rotonde. Donc voilà, nous avons été 5 membres dans le comité d'organisation, donc 4 qui ne seront plus là pour organiser la prochaine session de Rotonde. Donc nous souhaitons passer le flambeau aux nouvelles générations de CER pour que cette aventure puisse continuer. Voilà, on vous remercie.